Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce 36e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. 36, eh bien, c'est le dernier numéro de l'année 2016, donc voilà, ça tombe bien. Et ce soir, eh bien, on va avoir une soirée un petit peu chargée. J'ai essayé d'avoir un petit peu plus de monde que d'habitude, donc l'émission devrait durer 2 heures, peut-être un peu plus, on verra. Donc on recevra dans le désordre ou dans l'ordre, on verra bien, Sylvano Trotta pour la rubrique ufologie. Nous aurons ensuite Franck Morin, auteur qui viendra nous présenter son dernier livre. Nous aurons Didier de Planétaire, nous aurons Elisabeth de Caligny qui viendra nous faire sa rubrique L'art dans tous ses états. Vincent Azou, que vous ne connaissez pas, et vous allez voir, il va venir nous parler d'un fait d'actualité. On est peut-être pas tous encore impactés, mais on va peut-être tous l'être. C'est le problème de pollution de l'air. Et il a fait une vidéo qui est en train de faire le buzz. Et nous aurons aussi Tiyandi, voilà, qui était venu dans Rencontre hors du commun et qui va venir nous présenter son livre, le livre tel qu'il nous l'avait annoncé en sortie en fin d'année. Voilà. Eh bien, bonsoir Sylvano, comment vas-tu? Ça va super Antoine et toi? Bah, un peu enrhumé, donc le nez un peu pris, la gorge un peu sèche. Je me suis pris un thé avec du caramel, du miel, du rhum, ça devrait aller. Excellent. Et puis nous accueillons aussi Franck Morin. Salut Franck, comment vas-tu? Bonjour. Je vais très bien. Tout se passe bien, les fêtes approchent, on est prêt. Bon, bah, écoute, c'est cool. On va commencer du coup par l'actualité UFO de la semaine vue par Sylvano. Et ensuite, eh bien, tu nous présenteras ton dernier livre. Et puis, n'hésite pas, s'il y a des actualités qui t'interpellent, tu peux intervenir pendant que Sylvano nous explique tout ça. Alors, Sylvano, quoi de neuf cette semaine? Bon, écoute, cette semaine, ça a été un Ok. véritable feu d'artifice. J'aurais pu te résumer la semaine. Il m'aurait fallu trentaine de publications qui étaient toutes les unes les plus passionnantes les unes que les autres. Donc, j'en ai sélectionné. Je vais essayer d'aller vite. Je pense que certaines publications méritent vraiment d'aller sur Ufologie, Alien Theory pour pouvoir aller dans le fond et surtout les commentaires qui sont toujours passionnants. On commence par une publication du 10 décembre parce qu'on a appris que justement, le 8 décembre 2016, une mystérieuse vibration, signal, fréquence, onde a été détectée partout dans le monde qui aurait pu faire croire à un relevé d'un classique tremblement de terre, mais comme elle a été prise par quasiment toutes les stations terrestres, c'était impossible. Et c'est un chercheur de vérité qui est passionné des mouvements tectoniques et qui passe sa vie derrière ses écrans à surveiller tous les tremblements de terre tels qu'ils sont faits, qui du plus a prédit plusieurs tremblements de terre à l'avance. C'est vraiment quelqu'un de passionnant. Bien, il a été complètement scotché par ce qu'il a vu ce jour-là. Et évidemment, ça a été divulgué nulle part en France. Moi, j'ai pas lu une ligne dans les médias. Et donc, ce signal ne peut provenir que de deux façons, soit du centre de la Terre lui-même, soit de l'espace. Donc, on mène l'enquête, mais c'est un sujet qui nous a passionnés sur UAT. Il était de quel degré sur l'échelle de Richter? C'était pas vraiment des degrés sur l'échelle de Richter qui étaient importants, puisque dans certains, c'était 2,2, dans d'autres, c'était 3. Tu vois, c'est jamais monté à beaucoup plus, mais le problème, c'est que c'était partout en même temps, quoi. D'accord. Comment est-ce que tu l'appelles, toi, l'échelle de? Bah, l'échelle de Richter, c'est la plus connue. Ah oui, Richter, d'accord. Moi, j'avais compris Didier Richter, quelque chose comme ça. Non. Sur l'échelle de Richter, sur l'échelle de Richter, sur l'échelle de Richter. Ok. Toi, Franck, tu n'en avais pas entendu parler de ce signal cette semaine? J'ai regardé l'actualité, mais j'ai rien vu à ce propos. Ouais, donc, tu vois, ça corrobore bien ce que tu dis, Sylvano, c'est que les mainstream n'ont pas du tout relevé ce signal. Et c'est vrai que la dernière fois que moi, j'ai entendu, on va dire, dans un mainstream, ce genre de signal, c'était bien dans le film Catastrophe qui s'appelle Le Séisme, où ça se passait plutôt mal à la fin, je crois. De mémoire, il y a très longtemps. Tu vois. Ok, info suivante. Alors l'info suivante, c'était rigolo parce qu'en ce moment, on a beaucoup d'entrées, de demandes d'entrée de l'Afrique francophone. Je pense qu'ils sont aussi, eux, passionnés. Et donc, on avait un nouveau membre qui dit « Ouais, mais sous le temps de la boutade, moi, en Afrique, j'entends rien. Est-ce que les ovnis seraient racistes ?» Donc, il avait dit ça sous le
temps de la plaisanterie. Alors moi, je lui ai répondu, mais comment ça? Et en Afrique, il y a plus de manifestations ovni en Afrique que n'importe où sur la planète, quoi, hein. D'ailleurs, en Afrique, ils sont même très en avance sur nous en termes d'ufologie, parce qu'ils racontent depuis longtemps les mêmes histoires. Histoires d'ailleurs qui sont relatées dans l'UAT depuis plus d'1 an. Et donc, j'en ai profité pour présenter Credo Mutwa, qui est un chaman africain abducté et qui nous parle des Chitoli. Alors, les Chitoli, c'est dans son langage à lui, mais tu peux les traduire par petit gris ou reptilien. Et tout ce qu'il raconte rejoint énormément les propos de beaucoup de chercheurs, dont Corrado Malanga, et c'est assez hallucinant de voir les recherches de Corrado Malanga qui ont été faites, qui est un pur scientifique, qui ont été faites sur 3500 abductés en hypnose régressive, et ce que raconte Credo Mutwa. Donc ça aussi, je conseille à tout le monde de lire ce que Credo Mutwa dit, parce que c'est complètement passionnant. Donc tu appelles ça des chitolis? Lui, il appelle ça des chitolis. Alors là encore, je me retourne vers Franck, hein, qui est un peu plus au courant de l'ufologie que moi. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, Franck? Alors, de ce dossier-là, pas réellement. Par contre, je peux vous donner des observations historiques en Afrique qui remontent assez loin. Lors de la grande vague de dirigeables mystérieux dans le monde à partir de 1909, qui était déjà existante aux États-Unis en 1896, il y a eu des cas en Afrique du Sud, où de multiples articles de journaux disaient qu'il y avait des observations d'objets longs, en forme de torpilles, qui ressemblaient à des dirigeables et qui émettaient des puissantes lumières. À l'époque, on pensait que c'était des dirigeables allemands, mais leur autonomie ne permet pas d'aller jusque-là. Et sinon, à partir de des années 1950, il y a déjà des grosses vagues d'observations qui ont été vues en Afrique de l'Ouest. Et là, il y a des articles de presse qui en parlent. Il y a eu des cas très connus, comme au Kenya, où lors d'un vol qui rejoignait Nairobi à Mombasa, plusieurs passagers ont vu un objet en forme d'obus. Il y a eu un cas en 1954 à Tananarive, à Madagascar, où une boule de feu verte avec un comportement intelligent s'est promenée dans le secteur et a même affolé un parc à zébus. Et après, il y a eu l'aéroport de Noisseur, où il y a eu une course-poursuite au Maroc vers 1953, et bien d'autres cas dans toutes les parties de l'Afrique dès ces années-là. Ouais, tout à fait, mais c'est vrai que finalement ces cas-là, on n'en entend pas beaucoup parler, parce que on est inondé par les cas forcément américains et voire sud-américains. Pourtant, les Dogons, d'entrée de jeu, c'est dans leur cosmogonie, hein, de parler d'ufologie. Très clairement, on a été créé par des êtres de l'espace. Donc voilà, c'est peut-être pas étonnant qu'il y en ait autant, voire même plus, mais c'est peut-être aussi le fait que l'Afrique étant tellement vaste, avec des zones désertiques tellement importantes, que c'est peut-être plus facile de passer inaperçu que dans nos zones plus surpeuplées, plus condensées, on va dire, en Europe ou en Occident. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est là-bas qu'il y a le plus d'abductions. Ok. Bon, donc rappelle-moi leur petit nom au petit gris. Chitoli, Chitaulis, mais il faut surtout lire Credo comme un credo, Mutwa, Mutwa, un chaman africain qui est très célèbre et dont David Icke a fait une interview de plus de 10 heures qui est disponible un petit peu sur YouTube, hélas en anglais, mais oui, mais ce qui est intéressant est forcément en anglais dans une autre langue. Et lui, il a une conception Credo Mutwa parce qu'il était conscient quand il s'est fait abducter, qui est un peu différente des Occidentaux dans ce domaine-là. Il pense qu'ils étaient là bien avant nous. Ok. Autre info encore très intéressante cette semaine sur UAT. Alors, pour faire le lien avec justement Credo Mutwa, on a fait une petite rétrospective. Et on a rappelé en 1952 l'expérience troublante de Miller, qui était un scientifique qui a réussi à créer la vie en laboratoire. D'accord ? Et en essayant de reconstituer un petit peu l'air de la Terre lors de sa formation, de la bazarder d'éclairs comme des foudres, l'orage et ainsi de suite. Et il a eu la création, au bout de quelques semaines, des premières molécules et ensuite des acides aminés. Et la chose surprenante, c'est que il ne faut pas qu'il y ait d'oxygène, parce qu'au départ, il n'y avait pas d'oxygène sur la Terre. Parce que figure-toi qu'un alien atterrissant sur Terre, qui viendrait d'une autre planète, aurait beaucoup de chances de mourir très lentement,
parce que justement l'oxygène est une sorte de poison. Et nous-mêmes, notre corps, on a des antioxydants. Souvent on dit prenez des antioxydants parce que c'est justement anti-oxygène. Il faut faire attention à l'oxygène. Voilà. Et donc c'était intéressant de retracer cette expérience de Miller en 1952. Toujours dans les reptiliens, on a rappelé l'affaire Varginha au Brésil, qui avait lieu en janvier 96. Et d'une interview d'un médecin, parce que un des soldats qui avait été un bref instant en contact avec l'une des créatures est mort 3 semaines plus tard. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a toujours pas compris les raisons de sa mort. Quoi qu'il en soit, il est très dangereux de s'approcher de ces petites bêtes reptiliennes. Oui, ça... On n'en doute pas. Ok, bah écoute, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ces infos 2016. Si vous voulez en savoir plus, de toute manière, vous avez le groupe de Silvano, c'est Ufology and Alien Theory. Alors on pose souvent la question, comment est-ce qu'on trouve le groupe à Silvano pour s'inscrire? Donc dans Facebook, vous tapez en haut Ufology and Alien Theory. Sinon, vous pouvez taper aussi dans la partie URL. Ça doit être facebook.com/groups/passion UFO. Voilà. Eh bien, merci Silvano pour ces infos. Et puis, super. Eh bien, je te propose de passer immédiatement sur notre ami Franck Morin, qui, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vient nous parler de son dernier livre, donc Les mystères du phénomène OVNI. C'est ça, c'est le dernier, Franck, celui-ci. Ah oui, c'est le dernier. Alors, décris-nous un petit peu tout ça, parce que le sous-titre de ton livre, c'est « De la préhistoire à nos jours ». Donc l'idée, c'était de faire une recherche historique sur toutes les énigmes impliquant des phénomènes aériens inexpliqués ou des énigmes anciennes. Alors de la préhistoire, parce que les polémiques débutent à cette période-là avec des fresques étranges dans certaines cavernes un peu partout dans le monde. Ensuite, on trouve dans l'Antiquité, et notamment sous Julius Opsinciens, des vieux textes qui évoquent des phénomènes aériens inexpliqués, parfois décrits en forme de boucliers ou autres. Donc là, j'ai fait des études historiques pour voir comment est-ce qu'on pouvait analyser ces textes. Est-ce qu'il s'agissait d'une réalité? Est-ce que les sources sont fiables? Est-ce qu'il s'agit d'autres interprétations? Et de remonter le temps un peu. Comme ça, ou par exemple, il y a aussi d'autres compilateurs comme Conrad Lichtenstein au XVIe siècle qui parlent de ces compilations de faits étranges. Ensuite, l'énigme des dirigeables au XIXe siècle dont on parlait, des aéroplanes fantômes à partir des années 1910, des Foo Fighters pendant la Seconde Guerre mondiale et bien d'autres énigmes pour arriver jusqu'à la vague de 1947. Où là, à partir de cette période-là, on va avoir une profusion d'ovnis qui vont être observés d'abord aux USA et puis après dans toutes les régions du monde, y compris en Afrique très rapidement, comme on en parlait. Et la ligne directrice de mes travaux, c'est de mesurer les performances de ces objets par rapport à l'aéronautique officielle et de mesurer techniquement les décalages. D'accord. Parce que toi à l'origine, tu as quelle formation? Parce que c'est vrai qu'on attaque directement sur le sujet, mais on ne connaît pas encore le bonhomme finalement. Tu as une formation dans l'aéronautique, tu as une formation physique? En sciences économiques. Économique, et puis après en études de marché et marketing. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir au niveau par rapport au phénomène OVNI, sauf quelques points communs qui sont les études de marché où il faut creuser, il faut faire des études fiables, il y a un peu de statistiques, de mathématiques, de sciences sociales, mais sinon c'est un sujet complètement à part. C'est la passion qui t'a amené sur le sujet de l'ufologie? Oui, parce que je l'ai découvert assez tôt. Dans l'adolescence, dans une bibliothèque en compulsant des livres. Donc je m'étonnais qu'il y ait autant de dossiers inexpliqués, des soucoupes avec des objets en forme de soucoupes qui sont non aérodynamiques, observés par différents pilotes. Je m'intriguais, puis après j'ai un peu laissé tomber le sujet, et c'est en voyant des cas comme Phoenix, qui a une dizaine d'années, je me suis remis dessus, et un peu plus intensivement en faisant des études, des publications, des conférences. Et là, le but de mes études, c'est de présenter une approche un peu
synthétique, un peu encyclopédique, où je présente les caractéristiques et le comportement aussi du phénomène, mais toutes les interprétations qu'on peut en faire en essayant d'être exhaustif. Alors, par exemple, les hypothèses sceptiques, les approches militaires, l'hypothèse extraterrestre et aussi les nouvelles idées métaphysiques qui commencent à se développer depuis quelques années. Est-ce que tu as noté les évolutions des différences de forme en fonction de justement 1900-1910 à nos jours? Oui, alors pour les énigmes les plus anciennes, comme cette vague de dirigeables, on était en face d'objets qui ressemblaient à des cigares, à des torpilles. Ensuite, l'énigme des Foo Fighters, c'était plutôt des sphères pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la vague de 47 est très particulière, parce que si on prend le rapport de Ted Butcher, qui a réuni tous les articles de journaux pendant un mois, c'est-à-dire du 15 juin au 15 juillet 1947, il a 854 ovnis représentés, et on s'aperçoit tout de suite qu'il y a une très forte disparité au niveau des formes. C'est-à-dire qu'on a la forme de la soucoupe classique, peut-être 40-50% des cas, mais il y a aussi d'ores et déjà des cigares, on a quelques triangles, on a même des rectangles, ceux qui ont été observés par Clyde William Tombaugh, par exemple, qui était le découvreur de la planète Pluton. C'était un astronome, il a dit avoir observé une série de 5 ou 6 rectangles immobiles dans l'air. Cette disparité est très curieuse, que ce soit au niveau des tailles et des formes, puisque même au niveau des tailles, on avait des tailles inférieures à 1 mètre pendant cette vague de 1947, mais aussi des objets qui faisaient 2 ou 3 fois la taille d'un avion de ligne classique. Est-ce que tu t'étais intéressé aux vagues des années 1930 dans les pays scandinaves? Alors, il y a la vague en 1933 en Suède, et puis après en 1946 en Scandinavie de Ghost Rocket, de fusée fantôme. Mais est-ce que tu as relevé des observations qui n'ont rien à voir justement avec toutes ces formes classiques, cigares, boules lumineuses, Foo Fighters, triangles, par exemple, des locomotives? Est-ce que tu en as noté? Des locomotives, dans la vague de dirigeables mystérieux, il y avait le croquis du capitaine Houghton qui décrivait un objet volant semblant une locomotive. Et quelquefois, j'ai vu quelques dossiers ufologiques en Suisse, Belgique, Canada, où on décrivait les objets comme ressemblant effectivement des locomotives. Dans la vague du 5 novembre 1981 en France, il y a eu des formes énormes qui étaient décrites et parfois trapézoïdales. Et ce qui fait que si on essaie de faire un palmarès de toutes les formes, on s'aperçoit qu'on a un catalogue extrêmement varié. Mais il y en a qui reviennent à certaines époques. Dans les années 1990, c'était plutôt la forme des triangles. Évidemment, avec la vague belge, avec ce qui s'était passé sur le Hudson River de 1983 à 1985. Et de nos jours, on semble revenir vers une forme sphérique ou circulaire dominante. Alors, mes sources, c'est des études du MUFON, par exemple, qui aux États-Unis a fait une étude en 2013 sur 6500 cas environ, et il disait que la forme dominante, c'était la sphère. Et c'est une tendance qui se retrouve sur d'autres études au Canada ou dans d'autres pays. Et toi, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion du polymorphisme de ces ovnis? Pour le dire clairement, c'est qu'on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si dès 1947, on a, on va dire, une armada d'objets comme ça, c'est disparate, on se pose des questions. Alors, hypothèse militaire classique, si on dit que, par exemple, c'était des objets russes, on se demande, qui venaient survoler le territoire américain, on se demande, mais comment est-ce qu'ils auraient pu construire une flotte aussi éclectique? Donc, autre hypothèse, est-ce que c'est des hologrammes terriens? Et là, ça ne colle pas parce que l'hologramme n'existait pas à l'époque. Il a été développé dans les années 70, après l'invention du laser, qui était une décennie plus tôt. Et donc, quand on voit un tel éclectisme, on doute de on peut douter que ce soit leur réelle forme. C'est peut-être un leurre holographique, c'est peut-être lié à des passages, si c'est une intelligence ou plusieurs intelligences qui viennent d'ailleurs, à des interdimensionnalités, à une forme holographique ou peut-être encore plus élaborée que ça d'ailleurs. Parce que c'est ça. Et tu sais qu'il y a beaucoup de chercheurs qui pensent que c'est rien de tout ça et que c'est juste des démons et qui prennent la forme qu'ils veulent. Ah oui. Il faudrait trouver le système qui leur permette de se métamorphoser à volonté. Alors en ce moment, on travaille sur des matériaux instables. Par exemple, j'ai vu du métal liquide. Ça fait penser à un Terminator un peu, mais on arrive à déformer actuellement du métal liquide réellement. Mais si ça vient d'ailleurs, on peut tout imaginer. Donc, c'est clair. Mais
encore plus bizarre, il y a les changements de forme qui sont régulièrement observés. Tout à fait. Là, je revoyais un cas en 1954 où, avec le capitaine Howard, qui voit un objet massif ressemblant à un sabot qui émerge d'un nuage et suivi par 6 autres soucoupes, et l'objet changeait de forme. Dès les années 1950, on a ce constat. Tout en notant qu'on n'arrive toujours pas à faire une photo nette d'un ovni. Alors, la question des photos, je dirais qu'elle est délicate parce que la base mondiale est en fin de compte assez élevée. On a à peu près 4 à 5 000 photos et qui sont répertoriées dans le monde. Et très souvent, on dit, oui, il n'y a jamais de photos d'OVNI net. En fin de compte, j'en ai répertorié déjà un bon nombre. Et je les présente lors de conférences où, effectivement, on voit des formes qui sont nettes et très détaillées. Après, des fois, elles sont trop nettes que les gens en doutent, quoi. Ils disent, c'est pas possible. Alors, par exemple, on peut prendre celle du policier à Colfax en 1978, mémoire aux États-Unis. Un policier qui voit sa radio qui grésille, il prend son appareil photo, il prend 2 photos. Vous pouvez les retrouver sur le net. J'ai pas vu de contre-analyse sceptique dessus, mais on voit un objet en forme de disque sur lequel il y a du relief et des ombres. Et on en a toute une série de photos comme ça. Je pense qu'il y en a au moins plusieurs centaines qui sont assez nettes. Après, il faut faire des longues études pour voir si ce n'est pas des canulars, s'il y a plusieurs témoins. Est-ce qu'elles résistent à l'analyse photographique? Dès les années 1950, on avait des très bonnes. D'accord. Alors, finalement, toi, à force d'étudier tous ces phénomènes, et à travers l'histoire et sur notre époque contemporaine. Quelle conviction tu t'es forgé par rapport à ces phénomènes? Donc, est-ce que ce sont pour toi de vrais phénomènes bien existants, bien réels? Est-ce que ce sont finalement des vues de l'esprit, parce qu'on voit que les formes s'adaptent aux modes, aux idées en fonction des époques? Voilà, alors pour toi, c'est quoi ta conviction réelle sur le sujet? La première question que je me suis posée, c'est que si l'énigme était vraiment réelle et sérieuse. Est-ce que c'était vraiment… Parce que dans le grand public, la question se pose. Il y en a qui ne connaissent pas ou pas du tout l'énigme OVNI. En vue de ce qu'ils disent dans les médias, ils peuvent en douter. Si on revient à la première vague moderne, on s'aperçoit tout de suite que c'est bien documenté. C'est-à-dire que déjà en un mois, il y a 850 cas d'OVNI aux États-Unis et au Canada sur 90 villes. Et il y en a 250 qui sont considérés comme multidocumentés parce qu'on a plusieurs témoins, on a des scientifiques, des ingénieurs. Par exemple, à un moment, on voit une foule de pique-niqueurs qui observent, de 60 pique-niqueurs qui observent des objets en formation. Alors, il y a cette première source. Ensuite, la deuxième, c'est les rapports militaires. Des rapports militaires officiellement déclassifiés aux États-Unis stipulent que tous les sites nucléaires et militaires, même les complexes les plus secrets, ont été survolés par des engins insaisissables qui pouvaient, selon un spécialiste des météorites, Lincoln Lapace, se déplacer au-delà de Mach 13, à une époque où le record mondial était de Mach 1, avec un Bell X1 en 1947. Et après, la troisième source, c'est toutes les associations ufologiques qui se distinguent par leur travail de terrain, qui ont interrogé les témoins et qui ont vu qu'il y avait très vraisemblablement un phénomène réel derrière. Donc, dès le début de la vague, on s'aperçoit que ce n'est pas un phénomène qui est fictif ou qui résulte de vision, d'hallucination. Oui, donc tu t'es forgé une véritable conviction sur l'existence du phénomène OVNI. De toute manière, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui disent que le phénomène OVNI, je parle juste du phénomène, n'existe pas, c'est tout simplement parce que ils sont pas documentés, ils n'ont pas cherché à comprendre ni quoi que ce soit. Alors maintenant, est-ce que tu as réussi, ça c'est la deuxième étape, à déterminer ce qu'il y avait dans ces ovnis? Est-ce que tu t'es forgé une idée là-dessus, ou est-ce que tu es un petit peu comme moi, avec plein d'hypothèses possibles sur le sujet? Effectivement, le but, c'est d'essayer de savoir ce qu'il y a derrière. Et il faut savoir que quand on étudie l'ufologie, il y a beaucoup d'hypothèses. Si on étudie toutes les hypothèses, par exemple extraterrestres liées et ou métaphysiques liées à la question, on s'aperçoit qu'on a une énorme palette. Et d'autre part, on a peu d'éléments pour le faire. Parce que quand on observe une rencontre rapprochée de type 1, c'est-à-dire juste un objet qui se promène dans le ciel, on a sa forme, sa vitesse, son comportement. Mais on n'a pas
on n'a rien d'autre qui peut essayer de nous expliquer ce qui peut se passer. À moins d'utiliser peut-être la méthode policière, qui est l'étude du mode opératoire. Ne sachant pas à qui on a affaire, par exemple quand il y a des séries de cambriolage ou des serial killers, ils essayent par le comportement de savoir à qui on pourrait avoir affaire. Et si on étudie le comportement aérien, on s'aperçoit qu'il y a quelques lignes qui se répètent dans le temps, comme les survols de bases nucléaires. On a le fait qu'il défie les lois de la physique, puisque quand je le calcule par rapport aux meilleurs records mondiaux de vitesse, j'ai des coefficients supérieurs à 10. Ensuite, ils peuvent changer de forme. Donc, il y a peut-être une ou plusieurs intelligences qui sont en place et qui essaient de brouiller un message pour se rendre non identifiable, peut-être pour observer, faire des tests. Et si on va plus loin, qu'on analyse les RR2 et les RR3, donc les rencontres rapprochées au sol, atterrissage ou rencontre avec de présumées entités, on s'aperçoit que comme les aéronefs, on a une palette d'êtres, présumées créatures, entre guillemets, très variées. Et là, tout de suite, encore, ça colle pas. On imagine mal, même si c'est des êtres physiques qui… Par exemple, on a un vague de 54 qui était principalement observé, qui prélève des échantillons ou autres, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a une telle ménagerie, entre guillemets. En sachant aussi que deux choses par rapport à ce que tu as dit, non seulement c'est les vitesses stupéfiantes de Mach 13 enregistrées, mais sans casser le mur du son, parce que imaginons demain qu'il y a un avion qui est capable de faire du Mach 13 et qui traverse horizontalement, je te dis pas, il y a une explosion, il y a un cratère, quoi. Et des fois, ces objets, ils font même du Mach 13 en vertical. Alors là, il y a carrément le Krakatoa qui est à la place de la Terre. Hein. Et eux, il n'y a rien. Oui, parce qu'il n'y a pas que la vitesse. Il y a aussi quand il y a des virages à cette vitesse-là, normalement, le pilote, en fonction du nombre de jets qu'il va prendre, il subit des voiles noires, des voiles rouges, il a le corps broyé, et l'aéronef est très vraisemblablement détruit aussi. Puis après, je ne sais pas si tu as noté, quand on fait des prélèvements, quand il y a effectivement des atterrissages, on découvre quand même un lanthanide qui n'est pas du tout à cet état-là sur Terre, qui s'appelle l'yttrium, que l'on doit, nous, synthétiser pour pouvoir le trouver. Et là, on le trouve à l'état pur. C'est une piste, à mon avis, à creuser. Ok. Alors, ton livre, Franck, il est paru. Hop, je vais faire un partage. Voilà, donc ici, il s'agit de la dernière édition qui est paru en septembre 2016. Et comme il était réédité, c'était l'occasion d'en rajouter un plus. Alors, j'ai rajouté des nouveaux cas, des précisions techniques sur les plus connus, par exemple de type Roswell, ou le carrousel de Washington en 1952, quand des ovnis se sont directement positionnés sur les lieux stratégiques de la capitale du pays militaire le plus avancé au monde. J'ai ajouté aussi des récentes théories, qui sont les théories métaphysiques dont je parlais, des mises à jour sur tout ce qui est univers militaire, sur les dernières technologies, dont certaines commencent à se rapprocher de près ou de très loin de la propulsion des ovnis. On commence à comprendre un peu au niveau théorique de quoi il pourrait s'agir. Et donc voilà un petit résumé de ce qu'on peut trouver dedans. Ok. Donc il est paru aux éditions La Vallée Heureuse, menées par Stéphanie Del Regno, et dans la collection Terre et Espace. Voilà. Et on aura d'ailleurs le plaisir de recevoir plusieurs de tes confrères de La Vallée Heureuse en début d'année, en janvier-février, et peut-être même Stéphanie elle-même qui fera peut-être l'effort de venir à ta place, un de ces quatre, pour parler de ces prochaines sorties. Dernière question, Franck. Est-ce que tu as un projet en cours, du coup? Ce qui se passe actuellement, c'est que je continue sur ce sujet, parce que comme c'est un livre qui a vocation à être interactive, je note toutes les remarques qu'on me fait dessus. Par exemple, il y a des internautes qui m'ont demandé si je pouvais plus travailler le rapport
Cometa, ce que j'ai fait dans la seconde édition. Et après, je fais régulièrement des conférences dans différents endroits en France, mais aussi pour proposer une analyse historique poussée du phénomène OVNI. C'est ce que j'ai fait, par exemple, sur Nurea TV, où on essaie de résumer toute l'histoire du phénomène OVNI en 4 conférences d'environ 2 heures chacune. Donc, je travaille sur ces dossiers-là pour l'instant. Une autre idée de sujet peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, j'ai pas mal de travail avec le dossier OVNI. Est-ce que tu as un site d'ailleurs où les gens peuvent suivre ton actualité? J'ai mon site Facebook, Franck Morin Auteur, où effectivement on peut communiquer. Donc des fois il y a des internautes qui m'ont proposé, qui m'ont montré des cas OVNI très intéressants. Il y en a qui m'ont envoyé des vidéos, des photos. Des fois, je les ai transmis, après discussion avec eux, je les ai transmis à des cercles ufologiques pour qu'ils donnent leur avis ou qu'on en discute ensemble, voir s'il y a des pistes. Et d'ailleurs, il y a des cas OVNI en ce moment, moi aussi, depuis que je fais Miasme, on m'en transmet régulièrement. Et il y a de nombreux cas OVNI au-dessus de la Corse, dont on parle très peu. Voilà, c'est une petite piste pour ton livre, si tu veux fouiller de ce côté-ci. Et on en parle beaucoup en Corse. De mémoire, dans les années 1983, il y avait une grosse vague là-bas aussi. Ok, bon, en tout cas, on te remercie de nous avoir fait ce petit passage de fin d'année pour nous présenter ton livre. Tu es le bienvenu, hein, dès que tu as un nouveau livre, tu repasses quand tu veux. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci, à bientôt, Franck. On te souhaite une bonne fin de soirée et puis de très bonnes fêtes. À vous aussi. Alors, Sylvano, moi je te propose de passer directement à la revue de presse. Il y a une revue de presse un petit peu particulière parce qu'on fête la naissance d'un nouveau magazine qui s'appelle Sphère Magazine. Ah oui. T'en as entendu parler? Ah bah oui, j'ai même eu le droit au premier article. C'est pas vrai. Voilà, Sphère Magazine, c'est tout simplement effectivement le magazine de l'ufologie, hein, c'est un magazine spécialisé en ufologie, réalisé par Alex Esco, Alex que on a déjà relativement parlé assez régulièrement sur cette chaîne. C'est notre ami qui nous fait des bannières de folie, voilà, et qu'on remercie pour tout ce qu'il fait. Et donc qui a fait un magazine qui est téléchargeable sur le net, et vous pouvez trouver le lien en dessous dans la description de cette vidéo. Et effectivement, allez, on va un petit peu la feuilleter ensemble. Donc, sur ce numéro 1, il va nous parler de Lumière dans la nuit, le retour, avec une interview de Jean-Louis Lagneau. Un petit passage par les pages UFO de Facebook, où là, on va parler de deux gros, qui s'appelle UAT. Je ne sais pas si tu connais. Ensuite, une super interview de Bleuette Dio. Bleuette qui a des petits soucis de santé, malheureusement, en ce moment, et qui a dû annuler d'ailleurs sa tournée avec Daimian, parce qu'elle a des problèmes au niveau des cervicales. Et son docteur lui a dit que c'était pas possible de faire un mois de 21 jours de tournée non-stop comme ça. Voilà. Et puis, une présentation de Ria, de la librairie Odyssée. Voilà. Il faut encourager cette revue. D'ailleurs, Alex viendra nous voir à la rentrée pour nous parler du numéro 2 dès qu'il sera sorti. Super. Et puis, je voulais vous parler d'un documentaire qui va sortir d'ici la fin de l'année, sûrement pour Noël, le documentaire réalisé par Michel Rousseau, co-réalisé, on va dire, avec Marc Gray. Ça s'appelle Sur les traces des gardiens de la matrice. On a enfin un petit teaser pour pouvoir en parler 2 minutes. Donc là aussi, Michel viendra à la rentrée, à la première émission de la rentrée, dans Miasme numéro 37, pour nous parler de ce documentaire. On regarde le teaser 2 secondes ensemble et puis on en reparle avec Sylvano.
Donc, comme d'habitude, un très gros effet spéciaux de la part de Michel. Il fait à chaque fois un boulot remarquable. Le sujet, ça va être la base d'Albion, hein, la zone 51 française. Et il a vraiment de grosses informations à nous donner dessus. Il en a encore reçu il y a très peu, donc il est en plein montage de son documentaire. Il paraît que ça va être de la bombe, voilà. Donc surveillez vos liens sur Facebook. Cette sortie de ce documentaire, donc sur les traces des gardiens de la matrice, devrait faire couler de l'encre, comme on dit. On peut faire confiance à nos deux confrères, Michel Rousseau et Marc Grep, pour nous délivrer quelque chose d'assez extraordinaire. Eh bien, écoute, on va accueillir Didier, notre ami Didier de Planétaire. Bonjour Didier, comment vas-tu? Bien, merci. Et vous, comment allez-vous ce soir? Bah, écoute, j'allais dire en presque pleine forme. Pour moi, bon, Sylvano, lui, toujours en pleine forme. Hein. Moi, je parle un peu du nez. Des fois, on me voit me moucher à travers les miniatures, mais bon. C'est pas bien grave, c'est normal. On essaye. Voilà, c'est ça. Alors, Didier, nous, on s'était vu, je ne sais plus dans quel numéro de Miasme, c'était en tout cas avant l'été. Ouais, c'était dans le 12 ou le 10, quelque chose comme ça, pour parler de ta chaîne Mistral TV, qui a évolué, hein, tu vas nous expliquer en quoi, qu'est-ce qu'elle est devenue, et de façon plus générale, de tes activités auprès de Planétaire. Tout à fait. L'association qui organise de nombreuses conférences dans ses locaux. Alors déjà, on va commencer peut-être par Mistral. Qu'est-ce qui est devenu ta chaîne? Alors, la chaîne Mistral TV continue toujours, hein, elle se développe, il y a de grosses transformations, tout comme Planétaire. Bon, ça tombe bien, c'est en fin d'année, il y a de nouvelles résolutions. Et c'est intéressant parce que du coup, ça donne une nouvelle dynamique, ça renouvelle, parce que je crois que comme tout projet, il faut à chaque fois de la nouveauté pour éviter qu'on s'ennuie. On est un peu comme des gamins, hein, on a besoin de nouveautés. C'est bien pour ça que les cadeaux de Noël sont là, hein, pour régaler les enfants et renouveler le parc de jouets. Et là, c'est un peu pareil, sauf qu'on est des grands enfants qui s'amusons à faire de la web TV en même temps de l'information seulement pour notre plaisir, mais aussi pour ceux des auditeurs qui nous suivent, régulièrement. Voilà. Donc, ça continue toujours. Mistral TV devient en quelque sorte un faisceau de diffuseurs pour Mistral TV. Ça a toujours été le cas. Mais Mistral TV va vraiment se professionnaliser dans le sens où on va quitter, Mistral TV va quitter partiellement la plateforme YouTube. Ça, c'est une grosse nouveauté par rapport au fait de lutter contre ce diktat, si vous voulez, de nombre de vues. Nombre de vues, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que ça ne veut pas dire que... c'est surtout faussé, surtout en ce moment avec Facebook, lorsqu'on met une vidéo YouTube sur Facebook, ayant donné qu'ils ont leur propre système vidéo, triche un petit peu, il faut le dire, je crois qu'il faut le dénoncer quand même, sur le nombre de vues lorsqu'on met une vidéo YouTube sur un compte Facebook. C'est pas comptabilisé à bon escient, voilà. Alors par contre, lorsqu'on met une vidéo YouTube, Facebook, alors là... Voilà, l'astuce, c'est que quand ça apparaît, on s'aperçoit souvent que les vidéos Facebook démarrent automatiquement sans le son, hein, dès qu'on défile dans le flux d'actualité qu'on a. Et ça, c'est comptabilisé comme des vues. Donc, quand on met un même programme sur YouTube et sur Facebook, forcément, les vues sur Facebook explosent grâce à cette petite astuce où, finalement, les vidéos qui sont en autoplay systématique, hein, dès qu'on est abonné qu'on aime une page ou quoi que ce soit, c'est comptabilisé comme vue, même si en fait on en avait absolument, je vais prendre un langage un peu plus populaire, c'est-à-dire strictement rien à foutre et qu'on a passé, on a été compté comme une vue. Et c'est un peu triché. Or, c'est tout le contraire avec les vidéos YouTube. Bizarre, hein, mais en même temps, c'est un peu normal. Donc, Mistral TV va quitter progressivement la plateforme YouTube. On va avoir notre propre serveur et tout, une refonte du site aussi, totale et complète à partir du mois de janvier. Voilà, 1er janvier. Donc ça, ce sont les nouveautés pour Mistral TV. Tu m'avais envoyé un lien de ta nouvelle plateforme YouTube qui était Santiago Didier, c'est ça?
Voilà, c'est ça, Santiago Didier. Donc justement avec Planétaire, par rapport à ça, et puis en accord aussi avec Mistral TV, étant donné que Mistral TV quitte la plateforme YouTube, bien il y aura des choses comme ça qui resteront publiques, notamment mon émission, Le Souffle du Développement, qui elle restera sur YouTube pour être accessible au maximum de personnes. Tout le monde connaît YouTube, donc ça ira très bien, ça continue de cette manière-là. Voilà. Voilà ce qui Ok. concerne Mistral TV. Alors, si tu dois décrire en 2 mots pour nos auditeurs l'activité de Planétaire, avec 2 i. Ah, Qu'est-ce que c'est? alors Planétaire, c'est une association à la base qui existe depuis 35 ans maintenant, hein, et elle avait pour but initialement c'était une association plutôt écologiste à la base et qui progressivement en fait a inséré à l'intérieur du développement personnel. Et aujourd'hui, au bout, 30 ans plus tard, aujourd'hui, Planétaire s'ouvre au web, hein, avec du live, mais ça, on en parlera tout à l'heure, mais propose d'inviter en permanence, plusieurs fois par mois, plusieurs soirées, des conférenciers venus du monde entier, hein. Ça peut venir de Suisse, ça peut venir d'Angleterre, ça peut venir de nos amis québécois, etc., qui viennent. Donc ça passe par Guy Corneau, Lise Bourbeau, etc. Pour la France, ça va être Philippe Bobola et d'autres personnes du développement personnel. Et voilà, on fait découvrir ça aux personnes, avec derrière, quelquefois, des séminaires et des ateliers avec ces conférenciers même qui proposent une formation derrière pour justement pour le développement personnel. Par exemple, ne serait-ce que Rose et Gilles Gandhi qui ont fait une conférence contre la culpabilité pour comprendre la culpabilité et s'en défaire d'une certaine façon, propose un séminaire pour justement lutter contre ça et se libérer, être soi-même. Ou Thomas d'Ansembourg, hein, qui a été diffusé le 13 décembre dernier, le reportage, l'interview est à venir, qui en fait, le thème de sa conférence était « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Voilà, donc éviter de vouloir faire plaisir à son détriment, voilà, par exemple. Donc je dirais que c'est du développement personnel, mais en profondeur, en intériorité, vraiment. C'est être vrai, être soi, voilà, tout simplement. En plus de l'écologie, en plus du respect de la nature, de toutes ces choses, d'où une école Gaïa avec des formations, des ateliers, des fois des séminaires sur une journée ou un week-end, et des ateliers réguliers tout le long de l'année. Mais ça, on peut le retrouver sur planétaire.fr. Pareil. Ouais, avec 2 i. Voilà. D'ailleurs, alors Planétaire, ça se trouve où en France exactement? Alors, ça se trouve dans la Drôme, précisément à Romans-sur-Isère. Avant Planétaire, on va dire que c'était Romans-sur-Misère, et finalement, il se passe plein de choses grâce à ça. Grâce à eux, justement, nourrir, c'est bien d'avoir des sorties, des projets, etc. Il en faut, hein, pour tout le monde. Mais on est dans la nourriture de l'esprit, de l'âme, de l'intellect. Et puis, ça permet à plein de gens de se rencontrer, et puis de rencontrer des personnalités comme le philosophe Frédéric Lenoir. Ça aussi, j'ai une grosse nouvelle à annoncer par rapport à ça. Il va nous revenir. Et voilà, je vous dirai ça tout à l'heure, d'ailleurs, dans pas très longtemps. Alors bon, le problème c'est que du coup, c'est peut-être un peu loin pour des pauvres Normands ou des pauvres Alsaciens tels que nous. Du coup, il va y avoir une petite évolution ou une petite révolution dans votre façon de faire. C'est-à-dire que vous allez finalement mettre en accès payant, on verra comment, les conférences, mais en direct live. En direct live, oui, exactement. Tu fais bien de le préciser, Antoine. Planétaire, effectivement, va devenir planétaire dans le sens propre du terme. Et là, cette fois, avec un seul i, même pas, hein, c'est planétaire, la planète Terre. Donc, on va exporter, on va essayer de porter et de passer de l'analogique au numérique. En gros, hein, l'analogique, c'était le présentiel. On va donc garder l'analogique, le présentiel, et on va du coup se porter aussi vers le numérique. Et aujourd'hui, on va proposer, en fait, on l'a proposé d'ailleurs officiellement depuis le 13 décembre seulement, c'est la première fois. J'ai horreur du 13, mais c'est comme ça. J'ai un problème avec le 13. Mais le 13, on a inauguré la toute première conférence, avec Thomas d'Ansembourg d'ailleurs, luxembourgeois, qui était la conférence Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui a rencontré un franc succès. Ça commence doucement, on propose cela parce que c'est vrai que le bassin romanais, valentinois, dromois, c'est pas qu'on l'épuise, mais au contraire, on a des salles qui sont trop petites.
Des fois, on refuse du monde, on refuse des gens. Et beaucoup de personnes nous disent, mais vous ne pouvez pas prendre plus grand, plus grand, plus grand. Donc, on est des salles de 500, 800, 1000 personnes. Et à un moment donné, on peut plus faire rentrer, on est serré comme des sardines dans des boîtes, c'est plus possible. Au niveau sécuritaire, ça peut poser des problèmes. Et la solution a été de proposer donc un visionnage en live, en ligne. Donc pour l'instant, c'est en ligne, c'est en live. Et par la suite, il y aura des évolutions de type chat en direct, par exemple. Hein. Donc un chat en direct permettra, après par la suite, eh bien, parce qu'en présentiel, il faut juste préciser une chose, en présentiel, les personnes qui viennent en salle peuvent, à la fin de la conférence, évidemment, poser des questions, hein, prendre le micro, et puis les gens lèvent la main et posent des questions. Donc la version en ligne est moins chère que la place en salle, puisque la place en salle, il y a une interactivité avec les conférenciers, les intervenants, que n'ont pas en son privé pour l'instant les internautes qui regardent cela en ligne. Mais on va rapidement mettre aussi la possibilité d'un chat, et puis à un moment donné, il y aura une sorte de modérateur qui va en fait rassembler les questions les plus récurrentes qui reviennent à travers le chat pour devenir en fait la voix des internautes qui regardent les conférences en direct. Mais bon, ça se met en place. On en est encore au balbutiement, ça se construit, ça se met en place, et voilà, ça va être bien. En tout cas, je m'éclate. Ok. Alors, pour terminer, est-ce que tu peux peut-être déjà nous décrire les affiches, en tout cas les invités que vous allez avoir pour cette nouvelle année 2017? Ça y est, c'est fini. Oui, c'est clair. Là on a fini la saison 2016. Il n'y a pas de souci. Alors, pour 2017, je vais en annoncer que 2, mais il y en aura d'autres. Hein. Il y aura d'autres grosses têtes d'affiche. Alors là, le 28 janvier, et ça sera en direct, hein, du coup en live en plus, hein, donc toute la France pourra en profiter, et pas que la France, toute la francophonie, puisque le dernier, le 13, l'essai en grandeur nature qu'on a fait avec Thomas d'Assembourg, il y a eu des Québécois hein, qui ont regardé ça en live, on a eu des retours, justement, des très très bons retours. Eh bien, le 28 janvier 2017, je vous annonce Rob Hopkins, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, ça vous dit quelque chose, peut-être? Moi non. Alors, c'est un conférencier international. Ça va être une des rares fois où on le fait en planétaire. Ça va être une conférence, donc, en fait, en anglais. C'est un anglais qui est spécialisé dans la transition, l'urbanisme et de l'énergétique, en fait. Hein. Il est consultant et c'est quelqu'un qui vraiment fait autorité dans ce domaine-là. Donc, il va expliquer comment changer pour une énergie, on va dire, plus propre pour tout le monde. Et puis, ça, c'est le 28 janvier 2017. Le 27 avril, alors là, grosse soirée, 2 grosses têtes d'affiche, donc Frédéric Lenoir et Pierre Rabhi ensemble sur scène. Oula. C'est du lourd. Là, c'est du lourd. C'est du lourd. J'ai déjà le trac à l'idée de faire ce live-là. J'ose même pas imaginer le nombre de connexions, mais ça va être énorme. Ça va être très bon, en tout cas. En tout cas, c'est très prometteur pour cette année 2017. Et je pense que, allez, histoire d'être un petit peu vicieux, je t'inviterai une petite semaine avant pour nous en reparler, pour voir quel est ton état de... Bien sûr. J'aimerais juste faire une dernière annonce, si tu me permets, Antoine. Pour Rose et Gilles Gandhi, c'est le dernier reportage, normalement, un des derniers interviews que j'ai mis en ligne sur Rose et Gilles Gandhi. Alors, ce n'est pas tellement le reportage bien qu'il soit intéressant, mais le plus intéressant, c'est à la fin du reportage. Alors, c'est quand même énorme. En fait, ils ont créé une fondation, en fait, Médecine Symbolique, et leur centre Médecine Symbolique, il y a un fonds de dotation qui a atteint ce qu'il voulait, un peu l'équivalent du crowdfunding, si vous voulez. Et là où c'est extraordinaire, et pour moi, c'est une première, je ne sais pas, après vous me direz si de votre côté, vous avez un projet équivalent, Rose et Gilles Gandhi ont en quelque sorte lancé l'équivalent des Restos du Cœur, mais pour l'âme, pour soigner les gens qui ont des maux que la médecine, on va dire, allopathique classique n'a pas de solution. Donc, pour des personnes qui sont passées par toutes les thérapies possibles, eh bien, Rose et Gilles Gandhi ont créé ce centre-là, et ça va être en quelque sorte les restos du cœur des âmes blessées, hein, pour les récupérer et tenter de les réparer. Et je trouve ce projet extraordinaire.
unique. Et j'ai jamais vu ça avant. J'ai jamais entendu chose équivalente. Voilà, donc je tenais à le dire quand même, que les personnes puissent aller voir donc cette interview pour prendre connaissance de ce projet qui est vraiment, vraiment fait avec le cœur. C'est formidable ce qu'ils vont faire. Le Vraiment. resto des âmes, en fait, quelque part. Ça va être ça, ouais, le resto des âmes. Ouais. D'ailleurs, j'en parle, hein, je fais l'analogie avec le resto du cœur, ils ont été surpris, ils ne s'attendaient D'accord. pas à ça. Mais voilà, ça a été Eh fait. ben, écoute, Bien. tu nous enverras, tu m'enverras les liens par mail, et puis Bien sûr. et de la vidéo et du projet crowdfunding, et puis on en reparlera dans un prochain Ouais. numéro. Ben, merci. Voilà. Bon, ben Didier, écoute, ben on te remercie d'être passé pour nous expliquer ben, tout ce devenir et de Planétaire et de ta chaîne. Donc, on va suivre attentivement, hein, cette nouvelle programmation qu'on relayera sur miasme.com comme d'habitude. Mais on va te souhaiter de passer de très bonnes fêtes, une très bonne fin d'année, Eh et puis on ben, se je vous revoit en souhaite la même 2017. chose. Ah bah oui, on se donnera rendez-vous l'année prochaine pour 2017. Et puis, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Ça a été avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Ben, écoute, le plaisir était partagé. Allez, ciao Didier. Au revoir. Au revoir, Didier. Voilà. Et puis nous, eh bien, on va accueillir quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, en tout cas pas encore, mais à mon avis en ce moment, vous allez en entendre beaucoup parler un petit peu partout dans les médias mainstream, mais aussi, ben, nous, on a décidé de l'inviter ce soir parce qu'il a une cause qui nous touche tous. Il s'agit de Vincent Auzou. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Bonsoir Antoine. Salut Vincent. Bonsoir Sylvano. Alors écoute, tu nous fais extrêmement plaisir de passer nous voir, parce que alors là, en ce moment, tu deviens The Star System, hein, France 2, BFM, France 3, c'est la totale. J'ai pas fait TF1, je suis déçu. Oh, Ah oui. Ouais. Alors, en fait, on en rigole, mais mais tu portes un sujet euh, comme n'importe quel citoyen, en définitive, pourrait le porter. Toi, tu as été touché directement par ça. C'est la pollution atmosphérique. C'est vrai qu'on entend souvent parler. On se dit, bon, c'est à Paris, c'est les parigots avec leurs voitures, etc. Mais non, finalement, c'est quelque chose qui commence à toucher de plus en plus de monde. Alors toi, tu vas nous resituer où est-ce que tu habites en France, se portant on va dire, en pleine campagne, en pleine montagne même, mais dans une cuvette. Oui, tout à fait. Ouais. Normalement, on habite dans la capitale de l'air pur. Logiquement, on est voilà, à C'est ça? Salanches, au pied du Mont Blanc. Donc, c'est vrai que c'est plutôt le symbole, c'est la qualité de l'air, c'est l'air pur. C'était le slogan de certaines stations comme Saint-Gervais pendant des années. Mais la réalité, elle est complètement l'inverse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des taux de pollution, des seuils de pollution qui sont supérieurs à Paris. Hein. On est vraiment l'endroit le plus pollué en France en nombre de jours de dépassement des seuils donnés par l'OMS en termes de qualité de l'air au niveau danger sanitaire. On est 50 ou 60% au-dessus de la région parisienne. Alors, on passe sur tous les polluants, hein, essentiellement sur les polluants de particules fines, comme on est touché en ce moment, hein, PM10 et PM2,5. D'accord. Alors, on va y revenir sur ces polluants-là. Et juste pour finir sur le buzz, qu'est-ce qui a fait le buzz? Eh bien, c'est que tu as sorti avec des copains une vidéo. Honnêtement, moi, quand je suis tombé sur la vidéo, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est bien cette vidéo! Et je crois que vraiment la vidéo, il n'y a pas de parole, hein, il n'y a qu'une musique et des images. On va la voir, la vidéo, je vais la mettre en incrustation. Voilà. Du coup, Vincent, moi, ce que je te propose, c'est qu'on voit la vidéo, toi, tu la connais. Sylvano la connaît peut-être pas, vous la connaissez peut-être pas, vous allez voir, elle est de toute beauté, et on en reparle juste après.
Donc voilà, honnêtement, la vidéo, elle se passe de 2 mots, elle peut être regardée n'importe où dans le monde. Je suis sûr que chez les Japonais, ça va cartonner. Elle est juste magnifique. Alors, c'est pas toi qui l'as réalisée, hein, c'est des amis à toi. Ouais, c'est des amis, hein, qui ont une société de production qui nous l'ont fait gracieusement, hein. Société PVS qui est sur Saint-Gervais. Et j'ai fait un petit appel sur les réseaux sociaux pour trouver quelqu'un qui veut bien nous aider. On avait l'idée voilà, de faire ce Mannequin Challenge avec les enfants parce qu'on sait que ça allait être impactant. Parce que ça, avec le Mannequin Challenge, la première fois que j'en ai vu un, ce qui m'a choqué, ouais, c'est cet aspect immobilité dans la réalité. Et tout de suite, quand tu es avec la directrice, on dit ouais, il faut qu'on fasse quelque chose lié à l'image. Ça, pour moi, ça paraissait logique qu'il fallait que ce soit ça. Parce que c'est vrai que ce qui se passe, c'est que la vie de nos enfants, due à cette pollution de l'air, est figée. Ils ne peuvent pas sortir en cours de récréation. Ils ne peuvent pas jouer dans la cour. Ils n'ont pas le droit de courir. Ils ne font plus de sport. Et c'est vrai que le Mannequin Challenge, pour moi, c'était vraiment le bon objet, en plus en mode, à la mode en ce moment, hein, sur les réseaux sociaux, qui pourrait vite faire un buzz. Alors, je n'avais pas imaginé que ça allait faire autant de buzz quand même. Elle vient d'où cette pollution? Alors, ça, c'est ça, c'est un grand débat. Elle vient. Alors, il y a les sources officielles, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on veut nous, il y a ce qu'on veut nous faire. Alors, regarde, ce qu'on veut nous faire croire. On va pas être dans la théorie conspirationniste, hein. Non, si on prend aujourd'hui les pourcentages, on nous dit que c'est suivant les études, parce qu'il y a encore les dernières études qui ont été publiées il y a 3 semaines, entre 60 et 80% le chauffage domestique au bois. Et ensuite, viendrait derrière, à part à peu près égale, le transport, enfin l'industrie et juste en dessous le transport. Mais ça, c'est ce que les études disent, qui sont commandées par des organismes comme Air Rhône-Alpes, qui est la veille de la qualité de l'air en Rhône-Alpes, qui est financée par l'État. Donc, c'est toujours, on demande toujours la véracité de ces études, parce que enfin, le chauffage au bois, il y en a, en effet, mais il y a beaucoup plus de voitures, beaucoup plus de diesel, beaucoup plus de camions que de chauffage au bois. Les industries, non plus, on a une topologie vraiment particulière. On est une vallée, on a une cuvette qui vient en fond de vallée, parce qu'après, ça monte sur Chamonix. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu notre région, mais ça monte sur Chamonix, mais l'air ne peut pas s'échapper. Donc, c'est vrai que du coup, ça fait vraiment une cuvette. Et ce qui se passe depuis 15 ans, 20 ans, de plus en plus de phénomènes et de plus en plus marqués d'inversion de température durant l'hiver. C'est-à-dire qu'en fond de vallée, en ce moment, on a entre -4 et -4, -2, 0. Et quand on va monter en altitude, par exemple, moi, hier, je suis allé courir en altitude parce qu'il ne faut surtout pas faire de sport en bas. Et bien, on arrive à 3, 4, 5 degrés à 1500 mètres. Donc ça fait un couvercle thermique qui vient faire stagner les polluants dans cette vallée qui n'a aucun échappatoire et ça fait une cocotte minute, quoi. Ouais. Donc alors aujourd'hui, c'est vrai que alors il y a eu il y a eu un plan de protection de l'atmosphère mis en place en 2012 avec des préconisations, avec certains niveaux d'alerte. Mais ce qui se passe déjà c'est qu'il n'est pas vraiment appliqué. Parce qu'il n'est pas connu comme il devrait par nos politiques et par le préfet. Et du coup, rien n'a bougé. Donc là, on arrive à une exaspération au niveau des citoyens, la plus totale, et l'envie de faire bouger les choses en mode citoyen. Alors, avant d'aller plus loin sur effectivement les mouvements qui sont nés finalement de ce ras-le-bol, hein, tout simplement, on va essayer de gratter un peu plus cette version officielle et cette version officieuse, parce qu'en définitive, tu nous as présenté que la version officielle, et tu n'as pas l'air d'y croire beaucoup à cette version officielle. Après, faut être logique et observateur et pragmatique. Enfin, on est la Haute-Savoie, donc je ne parle pas de la vallée de l'Arve, je n'ai pas les stats exacts, hein. La Haute-Savoie a un flux migratoire positif de 10 000 habitants par an. Donc, on est vraiment de plus en plus nombreux à habiter ici, de plus en plus nombreux à habiter dans les vallées parce que le coût de l'habitation, le coût du foncier en station n'est pas possible pour quelqu'un, pour le résident principal. Ça devient quasiment du résident secondaire ou du principal avec un gros pouvoir d'achat. Si on prend sur Megève, Combloux, Chamonix, Morzine, Les Jets.
voilà, moi j'ai fait toute mon adolescence sur Megève. Aujourd'hui, c'est impossible d'y vivre, c'est pas possible. Voilà, on est obligé de venir en plaine. Donc c'est vrai que la plaine se remplit, avec aussi des modes de vie aujourd'hui qui sont de plus en plus énergivores et consommateurs, que ce soit au niveau du routier. On a tous des voitures, beaucoup ont des diesels, donc émetteurs de particules fines. Beaucoup d'achats maintenant se font aussi en ligne, donc beaucoup plus de trafic routier. On est aussi sur un axe de routier international où on a 2000 camions jour qui passent sur l'autoroute A40 qui prend le tunnel du Mont Blanc. Et puis, on est aussi dans une région fortement industrielle avec beaucoup d'industries liées au décolletage. Et en plus, en fond de vallée, vraiment tout au fond de la vallée, on a l'incinérateur principal du pays du Mont Blanc et on a une usine de graphite qui fournit l'usine SGL qui fournit du graphite essentiellement. C'est le seul fournisseur de graphite pour les centrales nucléaires françaises. Donc, tout ça fait que, alors chacun a sa théorie, parce que c'est sûr qu'en plus, aussi bien que l'usine de graphite que l'incinérateur, c'est très odorant. Donc, et j'ai ces fumées assez épaisses qui sortent. Donc voilà, c'est une pollution on a l'impression qu'ils se voient énormément. Donc on a envie de taper dessus plus facilement. Les camions aussi, c'est facile, ça se voit. Donc on a envie de taper dessus plus facilement. Après, nous, on est aussi chacun acteur. Et ça, par contre, c'est toujours beaucoup plus dur à se remettre en cause. L'incinérateur, il brûle quoi? Nos déchets. Si on produisait moins de déchets, déjà d'une, il n'y aurait peut-être plus besoin d'incinérateur. Mais le débat, il peut être très, très long. Mais voilà. Alors, il y a deux solutions. Aujourd'hui, si on veut faire avancer les choses, faut aussi aller taper dans ce que les politiques se mettent aujourd'hui dans des rails. Si vous nous dites que c'est les cheminées, à ce moment-là, on fait un plan Marshall. Moi, c'est ce que je leur proposais. On est un groupe d'amis, on est 2-3 citoyens à mettre un plan en place aujourd'hui parce que nos actions qu'on fait depuis 10 jours portent leurs fruits. On fait un plan Marshall et en 2 ans, à ce moment-là, on convertit tous les foyers ouverts bois en insert propre. Et s'il y a encore une pollution, c'est que c'était pas ça. C'est que les études, elles n'étaient pas bonnes et que vous êtes trompés. C'est pas plus bête que ça. C'est clair. Après, voilà, l'autoroute, l'autoroute ATMB, donc qui exploite l'autoroute A40 et le tunnel du Mont Blanc, c'est 56 millions de résultats nets par an. C'est l'autoroute le plus rentable de France. Ouais, tu m'étonnes. Avec un actionnaire, ARIA, à 80% l'État, suivi des communautés de communes, donc à qui profite le crime. En gros, je ne vois pas pourquoi on arrêterait une vache à lait. Moi, je trouve que le chauffage au bois, là, c'est une vraie. Il a bon dos en ce moment. Il est responsable de tout. À Paris aussi, on dit que c'est ceux qui se chauffent au bois. C'est n'importe quoi. Depuis la nuit des temps, on se chauffe au bois. Il n'y a jamais eu cette telle pollution. C'est juste pour déporter le problème en sachant que les gens ne vont pas arrêter le chauffage au bois. Tout à fait. Mais en plus, à Paris, moi, je me demande, est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes vraiment qui se chauffent au bois? C'est n'importe quoi. C'est surtout ça. Quand on voit le nombre de voitures, le nombre de camions, notre vie de tous les jours, il suffit juste de prendre un petit peu de hauteur, de se mettre en haut des montagnes et de voir ce flux de personnes. Mais bien sûr. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ils nous prennent pour des cons. Mais il faut aller dans leur sens. Et puis, de toute façon, ils disent que c'est ça. Et à ce moment-là, il faut agir là-dessus. Arrêter de tergiverser. Et je comprends. Alors, est-ce que c'est vraiment aussi pas un moyen de quelque part de culpabiliser les gens, parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est le gouvernement français qui est, je ne sais plus si c'était sous Giscard, etc., qui avait poussé à fond la consommation de véhicules diesel pour des raisons qui m'échappent aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est pas un moyen de culpabiliser les gens en disant, voilà, c'est vous qui polluez, c'est vous qui apportez votre propre pollution? Parce que les théories, alors, dans ta vallée, c'est vrai que je ne les connais pas, mais les théories sur Paris, en tout cas les théories underground, ce serait plutôt que la pollution vient du nord, c'est-à-dire des usines allemandes de charbon, etc. Et que finalement tout ça, petit à petit, ça re-rentre en France, et puis l'air n'est plus brassé, et ça reste sur les grosses capitales. Donc, effectivement, ça apporte de la pollution en plus, mais est-ce que c'est ça la plus grosse des pollutions? Est-ce que c'est pas tout simplement toutes ces industries
qui préfèrent payer des amendes qui sont ridicules plutôt que de mettre des filtres à particules sur leur cheminée? Est-ce que c'est… Après, il y a un changement climatique aussi. Hein. C'est que les aversions de température, aujourd'hui, on ne peut plus les nier. Et avant, elles existaient moins. Enfin, voilà, et ça, c'est un phénomène qui est aggravant. Encore plus. On doit faire plus d'émissions. Non, je ne pense pas qu'on fasse plus d'émissions qu'avant. C'est ça. C'est qu'on doit faire moins d'émissions de polluants quand même qu'il y a 20 ans. Parce que les voitures, à 20 ans, il y en avait moins, mais elles polluaient quand même 40 fois plus, les camions aussi. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y avait pas ces… Enfin, nous, on le voit bien en montagne, hein, il n'y avait pas ces strates aussi. Tu sais, il faut pas que tu écoutes non plus ce qu'on te raconte comme bêtises sur les voitures. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends un indice de voiture pour avoir le bonus et tout. Oh, non, bah ça, c'est… J'avais vu un reportage, par exemple, tu prends la Renault Capture qui est annoncée, je sais pas, à 120, tu l'emmènes en Allemagne, la faire tester, tu la montes sur autoroute, ça dépasse les 1000, hein, donc c'est n'importe quoi. Hein. Je veux bien savoir que les indices, c'est la voiture sans mettre le chauffage, sans rien mettre du tout dedans, le moteur sur un banc qui tourne à 30 km/h. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, les voitures françaises sont les plus polluantes au monde. Et puis surtout, on a favorisé l'essor du diesel juste parce que c'est une taxe. Hein. Faut savoir que l'essence et le diesel, c'est 80% de taxes. C'est pas le prix du Brent que l'on paye, c'est des taxes. 80% de taxes. Vous faites un plein, vous mettez 100 €, vous donnez 80 € cash à l'État. Seulement, quand vous faites du diesel, au lieu d'en donner 80, vous allez en donner 75, puisqu'ils ont mis moins de taxes. Ok, donc c'est tout. C'est juste une connerie, quoi. Et si on passait tout électrique, ça ferait moins de taxes. Ouais, mais alors par contre, le problème de tout électrique, ça veut dire que quand tu recharges, tu recharges au nucléaire, hein, parce qu'en France, c'est le nucléaire. Il n'y a pas de solution aujourd'hui. Hein. C'est sûr que là. Alors, oui, cuite des batteries, quoi, parce que les batteries, une fois que tu as fini ton truc, t'en fais quoi? Il n'y a pas de solution. Si, la solution, c'est l'énergie libre, mais là, c'est un autre sujet, mais ça, ils ne veulent pas nous la donner parce que ça détruirait le monde. L'énergie libre qu'a découvert Nikola Tesla au début du 20e. Hein. Mais oui, non, là. C'est sûr que ce serait la solution. Ouais. Bah oui. Mais là, évidemment, tel que tu me décris l'autoroute qui passe chez toi, tous les camions, tous les flux de camions, on va chercher plus loin. Hein. Et puis évidemment, comme cette différence de température entre le sommet et c'est le phénomène des cuvettes, hein. Grenoble, c'est pareil un peu. Je ne sais pas si vous avez fait une analogie avec Grenoble, une grande ville. Oui, de toute façon, oui, au niveau topologie, nous, on est même encore plus confinés que Grenoble. Alors tu penses, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, voilà, moi, en tout cas, mon coup de gueule, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit j'essaye d'agir pour faire changer les choses avec d'autres qui ont envie d'agir, soit je m'en vais. Soit je prends la fuite, et à ce moment-là, je prends mon fils et puis on part. Elle est super bien faite ta vidéo parce que tu sais, elle m'a fait penser à quoi? Elle m'a fait penser à une émission que j'avais vue de l'Élise Doucet, Cache Investigation, où ils avaient été dans une école du Bordelais, où c'était une magnifique école avec les vignobles tout autour. Et ils ont demandé aux parents s'ils avaient l'autorisation de couper une petite mèche de cheveux de tous les petits bambins. Et puis, ils sont revenus, je crois, 1 mois plus tard, avec les résultats, quoi. Et puis là, il y avait tous les pesticides que, dans les vignobles bordelais, les mecs, ils n'arrêtent pas d'arroser, hein, parce qu'il ne faut pas beaucoup de bio là-bas. Et je peux te dire que quand les parents, ils ont vu les résultats, ils étaient hallucinés. Et, les enfants, les enfants et les parents, c'est vraiment dès qu'on touche ça, la santé des enfants, les parents se révoltent. Ça, c'est moi, de toute façon, le premier. Hein. Et justement, Cache Investigation, elle a fait un point sur la pollution de l'air il y a 2 ans, et j'ai un ami qui mange avec elle hier soir. Elle va revenir pour faire l'état des lieux 2 ans après, qui vient de bouger. Quoi. Ah, cool. Et en plus, effectivement, un enfant, c'est fait pour jouer, c'est fait pour courir. Et dans ces conditions-là, tu peux pas courir, parce que si tu cours, tu absorbes 1000 fois plus de pollution. Et ça vient au fond, donc déjà ils sont tous en train de tousser, ils sont tous à moitié asthmatiques, sous ventoline, sous cortisone, c'est pas normal. Non. Et surtout que c'est pas normal quand on vit ici. Moi, il y a 25 ans, mais j'ai une histoire un peu particulière. À 25 ans, je vivais en région parisienne et mes parents, j'avais 12 ans, ils ont changé de vie parce que je ne pouvais plus vivre là-bas parce que j'étais asthmatique. Ils sont venus vivre ici, c'est ici où je me portais bien. Et aujourd'hui, paradoxalement, le prix à payer pour vivre ici pour mon fils, c'est de faire de l'asthme. Je dis non, ce n'est pas possible, c'est pas concevable.
C'est clair. Aujourd'hui, le Parisien qui dit tiens, je vais quitter Paris et le smog parisien, je vais aller à Salanches, tiens, c'est moins cher. Parce que moi, comme tu dis, maintenant, Megève, c'est hors de prix. Hein. Bah, Salanches, ça monte aussi. Hein. C'est vrai que c'est. Ah oui. Et du coup, qui vient là, voilà, c'est. Eh ben non. Mais là, il commence à y avoir vraiment un flux migratoire négatif depuis 1 an et demi. On sent dans nos relations, dans notre réseau, des gens qui partent à cause de la pollution. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et ma prochaine étape, semaine prochaine, je vais mettre un sondage en ligne sur 5 questions très simples. Savoir qui, si une chose ne change pas, reste dans l'état actuel, qui envisage de partir de la région, de partir de notre zone à l'horizon 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et pour montrer à nos politiques qu'il peut y avoir une micro-crise, une crise économique locale si rien ne change. Parce qu'à partir du moment où il y a un énorme flux négatif, bien sûr, personne ne voudra venir. Voilà. Et puis surtout, si ça se sait, si tout le monde commence à le savoir et que les gens partent de plus en plus, bah, c'est là qu'ils vont commencer à flipper. Parce que Salanches, c'est combien d'habitants? C'est 17 000. Ouais, voilà. Donc, il faut mettre la pression. Il faut que tu continues à mettre la pression. C'est bien ce que tu fais. C'est vraiment super bien. Donc là, on est écouté au niveau mairie, parce qu'on avait déjà fait une mobilisation semaine dernière. Hein, parce que moi, dans l'histoire, mon fils a été diagnostiqué asthme lundi passé, lundi à 10 jours. Et du coup, là, je m'étais toujours juré que le jour où il aurait de l'asthme, le jour où il aurait un problème respiratoire à cause de la pollution, soit on s'en va, soit je pars au combat. Et du coup, j'avais lancé sur les réseaux sociaux un appel à mobilisation, parce que nos élus, il y avait un négationnisme et un silence radio depuis toujours sur ce sujet de pollution. Rendez-vous 19h devant la mairie de Salanches, mercredi, pour leur dire qu'on en a ras-le-bol. Et ça, c'était juste sur mon profil Facebook. Ça a commencé à prendre de l'ampleur dans les heures qui ont suivi. Donc, du coup, j'ai dû créer la page Les Citoyens de l'air pour pouvoir structurer et puis organiser un événement avec un logo, avec une image. Et on a été entre 1000 et 1500 le mercredi soir. C'est-à-dire qu'en 30 heures, on a mobilisé entre 1000 et 1500 personnes juste par les réseaux sociaux et juste par les SMS. Ouais, j'ai invité le maire qui est venu, qui a affronté les 1000 personnes. Et voilà, ce que je voulais, c'était que nous, ils arrêtent leur négationnisme. Donc ça, c'était une première chose. Qu'ils commencent à mettre en place des mesures de protection de suite, avec un arrêté interdisant le sport en compétition, en entraînement pour les jeunes. Ça a été fait. Et la création de commissions de l'air, commission de qualité de l'air au sein des mairies, avec une représentation citoyenne et des élus. Voilà, une sorte de démocratie participative en just in time, dans chaque mairie de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, avec un conseil suprême représentatif, toujours avec des citoyens qui ont envie d'agir, qui ont des idées, qui ont un plan, les associations aussi, mais pour moi, c'est important que ce soit des citoyens aussi non dans les associations traditionnelles et des élus, pour vraiment se donner un plan à 10 ans où on va. Mais d'habitude, les écolos, ils servent à rien, mais chez vous, vous n'en avez même pas un ou deux, non? Bah, il n'y en a pas beaucoup, non. Non, c'est un peu le royaume du capitalisme ici. Les écolos. Tout le monde est écolo ici, parce que tout le monde est écolo dans son 4x4, parce que tout le monde plante ses carottes. Ouais, c'est ça. Mais non, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Okay. Alors, du coup, tu as fait quoi? Tu as monté un collectif, quelque chose de plus structuré? On va le monter. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment du réseau de relations proches avec la même idée, avec les mêmes sensibilités, les mêmes idées. Et j'ai un ami, Dr Frédéric Champly, qui est responsable des urgences de Salanches, qui est déjà passé dans pas mal d'émissions parce que c'était un peu le référent scientifique sur ce problème. Un autre copain, lui, qui est agent immobilier, mais c'est pareil, qui avait écrit au président de la République il y a 3 ans, qui est très très impliqué là-dedans, pareil, toujours en tant que citoyen non associatif. Et voilà, déjà, il y a déjà 3. Et puis après, il y a pas mal de personnes qui aiment cette façon de voir les choses. Donc, on va regarder comment on va se structurer là dans les jours qui viennent. Parce que c'est vrai que ça a été rapide, hein, très rapide. Donc, demain, tu as organisé aussi un
Alors, c'est pas un sitting, mais en tout cas, c'est une manifestation devant la préfecture. Alors ça, c'est pas mon initiative, hein, c'est un autre citoyen qu'on ne sait pas qui c'est. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de petites initiatives qui se font, mais pas grand monde, je dirais, prend en son nom pour des raisons de responsabilité. Moi, j'ai pris mes responsabilités quand j'ai organisé la Salange. Je me suis retrouvé en gendarmerie parce qu'ils se sont affolés et à juste titre. Hein. Bon, on pensait être 50, on a fini à, on va dire 1200, 1300. Donc, c'est pas du tout la même mobilisation. Voilà, demain, il y a quelque chose qui est organisé à Annecy devant la mairie, je crois, à 15 heures. Et là, c'est un peu plus général parce que là, c'est un appel. Alors, devant la mairie demain, c'est 14 associations qui sont regroupées pour organiser ça. Ils vont être étonnés, les touristes qui viennent à Megève. Ouais, bah, là, il va y avoir des distributions de tracts aussi par les associations à la sortie de l'autoroute. Mais ouais, ils vont être étonnés. Mais pour moi, faut pas, ça ne changera rien de bloquer l'autoroute, de bloquer leur arrivée en vacances. C'est une image négative. Non, et puis ils n'y peuvent rien, eux, ils ne le savent pas, ils ne sont pas au courant, donc c'est bien. Informer, c'est super. Chacun agit comme il bon lui semble. Tout à fait. C'est ça, et puis au bout d'un moment, on sera tous concernés. Là, aujourd'hui, c'est vous dans votre vallée, et puis ça va continuer à s'étendre, et nos enfants, nos petits-enfants, ils seront tous comme les Japonais avec un masque sur la tête. Alors ça je m'y refuse. Ça. Eh bien, c'est bien ce que tu fais. C'est vraiment très bien. Bah merci. Ouais, non, après, voilà, c'est des convictions aussi, convictions un peu personnelles ouais, qu'on changé. Je n'ai pas toujours eu ce discours-là, hein, et bien au contraire, j'étais plus dans un autre discours avant. Moi, je suis issu du marketing, de la com, voilà. Et c'est vrai que depuis 3 ans, je me suis mis à regarder les choses autrement. Et maintenant, je ne pourrais plus revenir en arrière. Je ne peux plus faire mes courses à Carrefour. C'est impossible. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'inconcevable maintenant. Eh bien, bravo. On te suivra sur Miasme tous les semaines. Bah, merci en tout cas. Ouais. Et puis moi, je vous suivrai aussi parce que je ne connaissais pas. Mais c'était Didier tout à l'heure aussi. Ouais, c'est ça. C'était Didier de Planétaire. Voilà. Ouais, et du coup, voilà, parce que ouais, je vais le suivre aussi. Je vais regarder exactement. Tu vas être étonné des autres sujets. Mais c'est très bien. C'est très enrichissant. Et c'est vrai que c'est marrant parce que Didier il a parlé de Pierre Rabhi et moi j'ai un rêve, c'est de rencontrer Pierre Rabhi. Enfin, ça c'est pour moi c'est le jour où je pourrais lui serrer la main et lui parler en face. Là c'est. Il va falloir qu'on l'invite, Antoine. Ah, Pierre Rabhi, oui, ça serait le challenge, tout à fait. Ok, bien en tout cas Vincent, nous voilà, comme l'a dit Silvano, on va continuer à suivre ton action. T'hésites pas dès qu'il y a des événements à les partager sur ma page Facebook et puis nous on les relayera. Et puis voilà, on est de tout cœur avec toi, tout cœur avec ton petit en tout cas. Merci à vous deux. Et les choses vont changer, vous pouvez compter sur moi. Mais c'est avec des actions comme les tiennes où voilà, ça va faire un effet boule de neige. Mais par chez toi, tu sais ce que c'est l'effet boule de neige. Pas beaucoup en ce moment. Hein. Elle est attendue là, elle est très attendue. Ouais. Dernière question, comme ça, si la neige arrive, ça améliore. Oui. Ouais, c'est ça. Et ça améliore tout. Ouais. Et là, tout le monde croise les doigts pour que ça arrive dans tous les sens, parce que déjà d'une, c'est l'or blanc, et deux, ça va faire retomber un petit peu cette pression populaire là qui devient un peu pesante pour nos élus locaux. C'est sûr. Ok. Bon, mais je te remercie Vincent et puis à très bientôt. Merci à tous les deux. Bonne émission. Merci. Au revoir. Bye. Ciao Vincent. Bon, et puis nous, Silvano, on va recevoir Tiandi. Bonsoir Tiandi. Bonsoir à vous. Salut. Super. Très très bien. Ça nous fait plaisir que tu sois là pour finir belle année avec nous. Hein, parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi tes aventures, tu as fait l'objet d'une rencontre hors du commun. Voilà, exactement. Voilà, organisé avec Valerio, tout à fait. Pour parler d'un projet que tu mènes depuis au moins 2012, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Officiellement depuis 2014. Mais bien avant, depuis 2010, j'ai déjà commencé à peaufiner l'histoire, mais c'était pendant mon travail. Je me suis vraiment mis à fond dedans le 1er janvier 2014. Voilà. Et donc ce projet, c'est le projet de la planète Taku. Voilà, exactement. C'est la planète Taku. Avant, ça s'appelait Tadji, l'enfant du désert. Et par la suite, ça a changé de nom et c'est devenu la planète Taku. Alors nous, pourquoi est-ce qu'on a voulu te faire revenir ?
Parce que ce projet, finalement, il s'est séparé en trois branches. Tu as une branche roman. Tout à fait. Le roman qui sort le 19 décembre, donc Voilà. lundi qui vient. Voilà, c'est ça, c'est demain en fait. Demain. Tu as une branche animation et puis une branche bande dessinée, c'est ça, la troisième branche? Exactement. Enfin, c'est la partie dessinée, c'est la deuxième branche, et la troisième, c'est l'animation. Et donc ça va continuer à vivre à travers d'ailleurs ton projet Tipeee, hein, c'est ça que tu as lancé aussi en parallèle. Voilà. Et les gens, ils peuvent me soutenir là-dessus. En fait, le but, justement, c'est de pouvoir faire la suite, quoi, en espérant que le roman plaise aux gens et que ceux qui le liront soutiendront comme ceux qui le font déjà sur Tipeee, et alimenter petit à petit comme ça le contenu et avancer. Donc là, lundi, il y a le roman qui sort en français. Donc là, j'ai le livre, je sais pas si vous voyez. Donc qui sort le 19 décembre. Et l'année prochaine, il y a la bande dessinée qui sortira, ainsi que la suite du premier roman, et le roman en version anglaise. D'accord. T'en as fait combien de volumes? T'en prévois combien de volumes pour ton roman? Combien de volumes, je sais pas vraiment. Tant que ça marchera, je continuerai, quoi. Enfin, là, le but, c'est vraiment que c'est une histoire assez longue. Donc, en 2 mots, tu peux nous rappeler l'histoire pour ceux qui oui, en 2 mots, tout à fait. En gros, c'est l'histoire de 3 enfants, c'est les triplés, qui vivent dans le désert avec leur grand-père. Et alors qu'il y a 2 garçons et une fille, et les 2 garçons, ils sont en train de s'affronter, ils s'entraînent. Quand ils voient une goutte d'eau, vraiment une énorme goutte d'eau qui atterrit dans le désert. Et ils décident d'aller voir ce qui se passe, quoi. Ce que c'est et d'où ça vient, parce qu'ils n'ont jamais vu de goutte d'eau auparavant. D'accord, oui, c'était sur une planète où il n'y a pas d'eau. Voilà, enfin, c'est pas une planète où il n'y a pas d'eau, on va dire que c'est eux, ils ont vécu sur un continent, désertique, qui est entièrement désertique. Donc, l'eau, ils en ont pas. Et là, ce jour-là, il y a 3 lunes, et ce jour-là, il y a une énorme goutte d'eau qui a atterri comme ça dans le désert. Donc, ils vont voir ce que c'est. D'accord. C'est une sorte de mythe moderne que tu as voulu écrire. Il y a un message que tu as voulu passer à travers cette histoire et ces 3 enfants? Enfin, le message, c'est vraiment... Comment dire ça? Le but du projet, c'est vraiment de mettre en avant la culture caribéenne et africaine. C'est-à-dire que moi, je suis un grand fan de manga, de comics, et tout ce qui est... Même le cinéma aussi, j'aime bien. Mais j'ai toujours été frustré petit de ne pas avoir de personnage auquel m'identifier dans toutes les œuvres que je regardais. Donc ça, je l'ai vraiment fait pour mettre en avant ma culture, la culture africaine qui n'est pas connue dans le monde, enfin en me l'appropriant, en fait, en rapportant des choses que j'ai créées moi-même, mais je me base sur la culture africaine et caribéenne. Pour les gens comme moi, pour les enfants comme moi qui ont envie d'aimer, en fait, d'avoir des personnages auxquels s'identifier, mais également pour les autres personnes, quoi, qui connaissent pas l'histoire et qui ont bien envie de connaître la culture africaine, la culture caribéenne. Par exemple, enfin, tout le monde connaît les zombies d'aujourd'hui en Occident, mais on ne sait pas en fait que c'est à la base, c'est un mythe entièrement africain, le mythe du zombie. Tout à fait. Et qui est pas du tout, enfin, il est plus ou moins comme ça, mais il y a 2 sortes de zombies, il y a 2 sortes de zombies en fait. Donc là-dedans, on retrouvera aussi tous ces mythes-là, les zombies et toutes les choses qui ont été reprises de l'Afrique, utilisées dans le cinéma mainstream, mais on ne sait pas d'où ça vient. Alors, en parlant de choses dont on ne sait pas d'où ça vient et du continent africain, justement, Sylvano, au début de cette émission, nous disait que sur le continent africain, c'est peut-être le continent où il y a le plus de manifestations ufologiques. Ah oui. C'est là où il y a le plus d'ovnis. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu vas intégrer dans la culture de cette histoire? Non, parce que ça se passe sur une planète, on va dire, que j'ai créée de toutes pièces. Et comment dire ça? C'est vraiment des peuples. En gros, sur la planète Taku, j'ai créé 4 peuples qui ils se connaissent pas. Et la première rencontre, ça va être entre le peuple des 3 enfants et un nouveau peuple qui arrive justement avec la goutte d'eau. D'accord. Donc ils vont apprendre à se connaître comme ça. Et d'abord, l'histoire commence avec ces 4 peuples-là qui ont chaque civilisation a sa culture,
ses croyances et tout, ils vont devoir cohabiter ensemble. En fait, on va voir s'ils arrivent à cohabiter ensemble ou si ils ne font que s'affronter. Et par la suite, on verra qu'il y a d'autres planètes et tout. Mais là, pour l'instant, je me concentre vraiment sur ces 4 civilisations-là et les 3 héros. Ok, bon, vu que c'est déjà effectivement porté sur notre planète, c'est déjà tous des aliens finalement, tes héros. Ouais, plus ou moins, on va dire ça. On pourrait dire ça. Parce que j'ai pas eu envie de m'enfermer, comment dire ça. C'est vrai que je veux mettre en avant la culture africaine et caribéenne, mais j'avais pas envie de brimer ma créativité. Parce que si j'avais dû faire quelque chose qui se passe sur notre planète, il aurait fallu que je respecte pas mal de choses. Alors que là, comme c'est une planète que j'écris de toutes pièces, ben je m'inspire, certes, de ces cultures-là, mais j'y apporte ma patte aussi. Mais tu es le dieu de ton univers finalement. Voilà, exactement. Ouais. Et il n'y a personne qui pourra me dire après, oui, mais c'est pas tout à fait ça, non, non. Ok. Bon, bah écoute, c'est chouette. On peut le trouver où ton roman? Bon, on pourra le trouver sur le site que j'ai créé, c'est nerdart.com, enfin www.nerdart.com, et on pourra passer la commande directement sur le site. Ok, bon, mais écoute, Voilà. je pense que le ça message est passé. Voilà. En version papier, évidemment. Et il y a une version numérique qui est prévue aussi, mais elle n'est pas encore disponible. Ok, bon, ben en tout cas, on te remercie, Tiandi, pour voilà, être passé comme tu l'avais promis de le faire pour Bon, nous pas de parler souci. du roman. Et puis, on te souhaite une belle réussite dans ton projet. Et puis, voilà, on le suivra aussi au fur et à mesure. Et on se reverra Merci. pour voir où ça en est. D'accord, merci pour l'invitation aussi. Bon, ben Sylvano, voilà, entre le livre de Franck Morin et celui de Tiandi, tu vois, tu vas pouvoir compléter ta liste de Noël de la dernière fois, si tu veux. Ouais, j'ai une pile comme ça, ce qui m'attend sur la table de chevet. J'arrive même pas à la montrer à l'écran, là, c'est hallucinant. Et donc, comme je vous l'avais promis, avant de se quitter, de conclure cette belle année, on va retrouver Elisabeth de Caligny, avec qui j'ai préenregistré l'art dans tous ses états. Et ce soir, elle va nous parler de l'exposition Magritte qui a lieu en ce moment sur Paris. Et vous allez voir, Magritte, le nom vous parle, vous dit quelque chose, ses œuvres vont vous dire forcément quelque chose. C'est un mec, il est juste génial. Allez, Elisabeth de Caligny. Bonjour Elisabeth de Caligny, comment vas-tu? Bonjour Antoine, bah écoute, je vais comme faire se peut avec les petits inconvénients des virus actuels, mais bon, on fait avec, voilà, faut résister. Ouais, mais ça, on arrive en plein dans l'hiver, hein, donc forcément, on est mis à l'épreuve, forcément. Absolument. Aujourd'hui, tu voulais nous parler de l'exposition sur Magritte. Oui, il y a une exposition qui se tient au centre Georges Pompidou à l'heure actuelle, depuis le 21 septembre d'ailleurs, et qui s'appelle La trahison des images. C'est pas une rétrospective, ce sont des thèmes, j'en parlerai tout à l'heure. Et c'est une exposition qui va se tenir jusqu'au 23 janvier 2017. Donc pour ceux qui sont à Paris ou qui prennent un petit peu de vacances et qui aiment ce peintre qui fait partie des surréalistes, eh bien je conseille cette visite parce que l'expo est bien faite, il y a de jolies choses à voir, c'est bien placé et franchement avec Magritte on ne s'ennuie jamais. Alors Magritte, d'ailleurs, je vais vous en dire 2 mots. Comme c'est l'habitude, c'est un personnage. C'est un Belge déjà qui est né dans le Hainaut, dans une petite ville qui s'appelle Lessines. Et il est né en 1898. Son père est tailleur, sa maman est modiste. Et puis ces deux-là, ça va pas fort. C'est un couple un peu particulier. Le monsieur va regarder beaucoup à droite et à gauche et madame est dépressive. Et elle fait un pic de dépression majeur qui l'a fait se suicider en se jetant dans une rivière, si bien que le pauvre petit Magritte perd sa maman, il a 14 ans. Donc il va se réfugier dans des lectures. Après ça, bon, il a un frère. Hein, le père va s'en débarrasser de ses enfants plus ou moins. Il va les faire élever par des gouvernantes. Enfin bon, lui il mène sa vie et ses enfants se débrouillent de l'autre côté. Donc le petit Magritte, avec ce choc terrible de la mort de sa mère, il va se réfugier dans des lectures diverses et variées qui touchent au mystère. À l'époque, Gaston Leroux, Maurice Leblanc font un tabac, Edgar Poe également. Et puis il y a les histoires de Fantomas qui viennent de sortir. Donc il est ébloui par tout cet imaginaire mystérieux et on le voit lire toute la journée. Et par ailleurs, il a un coup de crayon absolument formidable.
formidable. Et il se passe une chose merveilleuse, c'est que dans la petite ville où son père s'est installé, qui s'appelle Châtelet, eh bien, à Châtelet, il y a un atelier de peintre. Et il va passer sa vie, à partir de l'âge de 10 ans, on peut dire, dans l'atelier de ce peintre et à dessiner beaucoup. Et on va remarquer très vite qu'il a un talent absolument incroyable. Et son père, qui est quand même ouvert, va l'autoriser à faire des études aux Beaux-Arts de Bruxelles. Et à 18 ans, donc il s'inscrit, va rester 2 ans là-bas. Il est tellement doué que en 1920, il a 22 ans, eh bien, va y avoir une première exposition consacrée à René Magritte au Centre des Arts de Bruxelles, ce qui n'est quand même pas rien. En 1924, il va fréquenter le milieu Dada, qui est un milieu qui se pose vers le surréalisme, et surtout, il va avoir un éblouissement. Il va avoir un éblouissement en contemplant une toile de Chirico qui s'appelle Le Chant d'amour. Et là, il va trouver sa voie. Il va dire « Mes yeux ont vu la pensée pour la première fois ». Et ça, c'est un choc majeur qui va déterminer tout le reste de son œuvre. En 1927, en Belgique, il tourne rond, donc il a décidé de rejoindre le milieu surréaliste à Paris. Donc il va partir en 1927 en France, il va s'installer à côté de Paris au Perreux, et là, il ne va pas croiser les pires. Hein. Il va rencontrer Dali, Ernst, André Breton, Paul Éluard, Gala évidemment, qui est encore avec Éluard et qui sont déjà un petit peu à se fréquenter à trois avec Dali. Et là, il est absolument ébloui. Mais il a une personnalité qui est un petit peu à part. Donc, il se frite avec André Breton. Enfin, c'est un peu compliqué. Et puis, va arriver la crise de 29. Alors, la crise de 29 le fait retourner en Belgique parce qu'il faisait un petit boulot d'affichiste pour compléter ses peintures, ce qui ne le faisait pas encore vivre, son œuvre artistique. Donc, il fait des affiches. D'ailleurs, il appelle ça ses travaux imbéciles. N'empêche qu'il va aller continuer ses travaux imbéciles à Bruxelles. De 31 à 36 d'ailleurs, où il va être attaché à une petite entreprise de publicité où il fait ses affiches et en même temps il peint. Et il peint beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il peint avec cet esprit. C'est l'esprit, c'est découvrir l'invisible. En fait, il veut faire parler l'invisible. Et il va exposer quand même, il va faire une très grosse exposition qui va être très remarquée au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en 1936. Et puis après, sa carrière démarre. Il va exposer la même année à New York. Et là, c'est une carrière internationale. Il n'est plus le petit peintre bruxellois qui évolue un petit peu, qui a du talent. Il va carrément passer au rang d'artiste. Il va se marier à peu près dans cette époque-là avec une certaine Georgette. Et Georgette, c'est une femme d'intérieur qui encaustique ses parquets et qui frotte un peu partout. Et d'ailleurs, il n'a pas le droit d'en mettre n'importe où. Et c'est un méticuleux de toute façon. Hein. Donc, il fait de la peinture, il n'y a pas une goutte qui tombe par terre. Très fort. Et il fait ça avec un bonheur absolument. Il est dans ses toiles. Il est dans ses toiles parce que quand il peint, il dit « je veux peindre des images mentales ». Il veut peindre le mental, il veut peindre la pensée, figurez-vous. Et il dit « je veille dans la mesure du possible à ne faire que des peintures qui suscitent le mystère, avec l'enchantement et la précision nécessaires à la vie des idées ». Donc c'est ça. Le visible cache toujours l'invisible pour lui. L'invisible n'est jamais caché, mais toujours ignoré. L'invisible n'a rien d'imaginaire, c'est une réalité. Donc, c'est un peintre qui va construire toute son œuvre là-dessus, ou plutôt déconstruire. Il va déconstruire la réalité pour reconstruire l'invisible. C'est absolument merveilleux. Excuse-moi, Elisabeth, l'un des tableaux les plus connus, les plus symptomatiques, voilà, c'est celui-ci. L'homme au chapeau. Voilà. Oui, tout à fait. Où on voit bien voilà. ce travail de construction, déconstruction, de visible, invisible. C'est-à-dire que le visible est toujours caché, l'invisible est toujours caché derrière le visible. Donc, il a déconstruit. Il y a un homme à la base qui se trouve devant un rideau, mais que se passe-t-il quand on enlève le bonhomme et quand on enlève le bout du rideau qui présente la silhouette du bonhomme? On voit le ciel, tout simplement. Donc ça, c'est l'idée de base de la construction artistique de Magritte. Voilà. Ça, c'est vraiment le meilleur exemple qui soit. Derrière le visible, il y a toujours quelque chose de caché. Et ce caché, il veut le représenter. Et alors, dans cette exposition qui a lieu au Centre Georges Pompidou, il y en avait déjà une il y a bien des années, quelques décennies, qui représentait une rétrospective, finalement. Là, c'est différent.
va y avoir des thèmes. Ça s'appelle La trahison des images, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une exposition thématique, donc, qui va reprendre les 5 thèmes qui ont été extrêmement chers à Magritte, c'est-à-dire le feu, l'ombre, les rideaux, on vient de le voir, les mots et les corps fractionnés. Et ça va s'assortir, ça va être rapproché d'images anciennes qui illustrent des récits mythologiques concernant l'invention et la définition de la peinture. Et ça touche également à des relations avec la philosophie, car il était très instruit, il avait beaucoup de connaissances, il s'intéressait beaucoup à la philosophie. Donc c'est une belle exposition, je vous le rappelle. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Si vous n'avez pas envie de rentrer dans le côté intellectuel de la peinture, parce que ça peut arriver, on n'a pas forcément envie d'entrer là-dedans, allez au moins regarder, parce qu'il y a une technique, et c'est une vraie douceur que la peinture de Magritte. Elle est reposante, elle est apaisante. Voilà, donc c'est une exposition, je le rappelle, qui se tiendra au centre Georges Pompidou jusqu'au 23 janvier prochain. Bonne promenade, alors. Voilà, amusez-vous bien. Si on passe quelques œuvres de Magritte, une que je trouve géniale, c'est celle-ci aussi. Oui, mais tout à fait. Le peintre qui... Elle est juste fantastique, celle-ci. Voilà. Non, il y a très très belle peinture. J'aime beaucoup Magritte avec ses ambiances un peu... Ça a l'air plat comme ça en apparence, mais c'est pas plat. Si on regarde tous les détails et l'imaginaire qu'il y a derrière tout ça, c'est absolument fantastique. C'est une peinture faussement simple, en fait. C'est une peinture très très intellectuelle. C'est exactement ça. Bon, l'une des plus connues, bien sûr, c'est La pipe, avec écrit dessous « Ceci n'est pas une pipe ». T'as aussi le parapluie avec le verre d'eau sur le parapluie. Bon, voilà, il y a vraiment... en réalité, Magritte, on le connaît. On le voit partout. Il est souvent repris dans des publicités, dans des œuvres, etc. Ses œuvres sont même détournées. Mais c'est vrai que... voilà, c'est bien d'en faire une expo. Et puis, L'homme à la pomme, allez, je vais essayer de la retrouver, celle-ci, où il a une pomme devant son visage. Tout le monde la connaît, cette celle-là, elle est hyper connue. On voit beaucoup de pommes, on voit beaucoup de boules également, une boule ouverte. Donc, beaucoup ont fait des interprétations là-dessus. Voilà, oui, il se cache derrière la pomme. Voilà. Il y a toujours, vous voyez, cette superposition d'objets par rapport au sujet, vous voyez. Qu'est-ce qui cache? Il y a toujours quelque chose de caché. Ouais, là, c'est un visage, on peut l'imaginer comme on veut. Bon, mais en tout cas, Elisabeth, merci pour ce petit interlude culturel dans le monde, dans l'univers de Magritte, qui est très intéressant. Mais du coup, on va se revoir l'année prochaine. Ah bah, je pense que c'est l'année prochaine. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes, amusez-vous bien. Et puis, on se fera la bise en direct, ou presque, en différé en tout cas, mais ça revient au même, l'année prochaine. Voilà. En attendant, amusez-vous bien, passez de bonnes fêtes. Ok. Merci Elisabeth, à bientôt. À bientôt, au revoir Antoine. Bon, c'était chouette. Hein, moi, je suis frustré. À chaque fois, Elisabeth, je ne la vois pas. J'aimerais bien qu'on fasse une émission ensemble, invitée hors du commun, Elisabeth de Caligny, parce que c'est une femme exceptionnelle qui a plein de choses à dire. Bah, écoute, on pourrait effectivement envisager ça, mais de parler d'elle. Voilà. Bah oui, hein, d'elle. Et pas de ces histoires qu'elle compte sur nos chaînes consoeurs. Qui sont fantastiques. Hein. Je conseille Padre Pio et le col de Dyatlov qu'elle a passé chez Nouria. C'est ça. D'ailleurs, on ne vous a pas du tout passé les programmes de la semaine prochaine ni de la semaine suivante ce soir, parce qu'il y avait vraiment trop de choses à dire, ni l'agenda. Vous verrez dans le programme de la semaine suivante que Elisabeth de Caligny va parler de Raspoutine sur CTVM TV avec Audrey Canso. Et elle a aussi une nouvelle émission programmée début janvier sur Nurea TV. Voilà. Super. Mais bon, vous tapez miasme.com, l'onglet Programme TV, et vous regardez les 2 dernières semaines de l'année. Ça sera aussi bien, parce qu'aujourd'hui, on avait tellement de choses à dire qu'on ne pouvait pas trop s'étendre sur les programmes TV. Alors, par contre, malgré tout, on a quand même quelques petites choses à vous dire sur ces programmes. Donc, moi, de mon côté, j'ai un certain nombre de choses à sortir, qui devraient sortir pendant les fêtes. Entre autres, un rencontre hors du commun spécial festival du film insolite de Rennes-le-Château, qui a été tourné cet été. Et voilà, le montage a été assez long parce qu'il y avait beaucoup de choses à récupérer. Vous allez voir, c'est vraiment une interview très très sympa avec les 2 organisateurs qui sont aussi des acteurs du festival.
J'ai un autre rencontre hors du commun à vous proposer que j'ai enregistré il n'y a pas très longtemps avec Dan Labucté, que tu dois connaître, hein, Sylvano, Oui, bien et, sûr. et notre ami Alexis Lombard. Quoi d'autre? La suite du côté d'André Douzet, la suite de Charles Perrault. Voilà, encore plein de petites choses. Et la surprise, logiquement, de Noël, la nouvelle émission qui va concerner, qui va d'ailleurs s'appeler Les Musées Extraordinaires. Voilà, c'est une nouvelle petite chaîne que je lance à l'intérieur de Miasme TV, où je vous présenterai de temps en temps, quand l'occasion se présentera, des reportages sur des musées de l'insolite, de l'étrange, du vampirisme, voilà, et ce genre de choses. 2017 aussi, c'est une année où on va mettre en place un certain nombre de choses avec Sylvano et avec Rock Soccer. Donc Rock Soccer a décidé de finalement faire maintenant un rendez-vous avec Rock par mois. Et on sait que ces rendez-vous avec Rock, hein, Sylvano, déclenchent de très très nombreuses questions de la part des gens qui le suivent. Et Rock passe entre 4 et 6 heures par jour à répondre à toutes ces questions. Et il le fait avec plaisir d'ailleurs, hein, mais malheureusement ça lui prend énormément de temps. Et donc on a décidé tous ensemble, tous les trois ensemble, de créer une émission en parallèle de ces rendez-vous, qui serait juste une émission, une FAQ, hein, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. On retiendrait les questions voilà, les plus pertinentes par rapport aux émissions qui se seront écoulées dans Rendez-vous avec Rock Soccer, ou par rapport à la sortie aussi de son magazine, hein, Top Secret. Et y répondrait. Alors ce ne sera pas en direct avec du chat, hein, mais on répondra, on lui posera nous, et puis aussi nos questions qui nous viennent, hein, parce qu'on aime bien le titiller aussi à Rock, voilà, à toutes ces questions. Ça se passe comment, Sylvano? On va mettre en place une adresse email, hein, où tout le monde pourra poser toutes les questions qu'il souhaite. Et puis, déjà, on répondra à toutes les questions, quand même, hein, c'est la moindre des politesses. Et puis après, comme tu l'as dit, les top, on va voir top 3, top 4, top 5, des questions, on y répondra en direct à travers les causeries entre toi, Rock et moi. Voilà. Donc l'adresse mail, c'est simple, hein, c'est faq.miasmetv@gmail.com, faq.miasmetv@gmail.com. De toute manière, elle sera dans la description de cette vidéo pour pouvoir la retrouver plus facilement. Et de la même façon, vous étonnez pas, hein, si vous envoyez des questions directement à Rock, qui vous renvoie vers cette adresse-là pour pouvoir tout centraliser. Ça sera beaucoup plus facile pour lui. Donc ça promet les émissions à venir. Le premier enregistrement qu'on fera avec Rock autour des questions donc, qui ont été récoltées se fera le 9 janvier pour une diffusion sur le week-end qui suit. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à envoyer vos questions à faq.miasmetv.com. Voilà. Et enfin, il devrait rester une dernière petite surprise, un projet Tipeee auquel je suis en train de penser. Donc ça, je vous en parlerai à la rentrée, et ça sera un projet qui se passera autour de l'ufologie. Voilà, on en reparlera, mais c'est déjà en train de se mettre en place. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour, Sylvano, sur cette émission, et puis sur le devenir de Miasme TV. Alors, pour ceux aussi qui se poseraient la question, Hervé devrait nous rejoindre à la rentrée dès qu'il a fini de tourner son documentaire. Pour Solène aussi, elle devrait continuer à nous rejoindre pour faire des chroniques sur les films documentaires. Il devrait aussi y avoir une nouvelle chronique qui me tient à cœur, qui est une chronique sur les projets participatifs, qui devrait être repris de temps en temps par quelqu'un que vous connaissez. Je vous en laisse la surprise à la rentrée. Et puis voilà, et peut-être de ton côté, Sylvano, allez tiens, une dernière question pour conclure cette année en beauté. Si cette année 2016, toi tu devais la résumer en 30 secondes. En 30 secondes cette année 2016 a été très riche, hein, quand même. On va dire, on peut faire un top
3, top 4, top 5. Top 5, je dirais que c'est l'avènement de Miasme, hein, puisque Miasme TV est bien parti, et je pense qu'en 2017, ça sera encore plus phénoménal. En 4, je dirais que c'est l'hypnose régressive, parce que ça a pris son envol en France, après beaucoup de retard par rapport à d'autres pays, mais ça y est, hein, un petit peu aussi grâce à UAT, que je placerai en numéro 3, qui a été le phénomène de l'année quand même, un groupe Facebook, on va fêter pendant Noël le 13 millième membre d'UAT, durement sélectionné. En numéro 2, il faut laisser Nurea TV, parce que c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont fait en étant créés de peu, d'arriver à cette qualité avec ces intervenants-là, et puis ce nombre de vues-là. Et en 1, c'est pas parce qu'on en a parlé, mais c'est Rock Soccer quoi, qui a fait le buzz cette année à lui tout seul, avec des vidéos qui ont dépassé largement les 300 000 vues pour une vidéo. En ufologie, ça s'est jamais fait en France. Il l'a fait, c'est assez étonnant. Et pas sur des sujets simples, hein, parce qu'il vient pas vous dire, tiens, je vais vous parler de êtres de lumière avec de l'amour et plein de bonnes ondes. Il a des sujets assez difficiles, assez pertinents, mais il nous fait réfléchir et nous, on adore ça. Ok. Bah, écoute, je te souhaite, moi, de passer de très bonnes fêtes sur cette belle analyse de 2017. Et puis, on verra ce que 2017 nous réserve. Tout à fait. Hein. Commande au Père Noël de beaux cadeaux, un bebop, là, avec le drone. Je vais y croire très fort, Père Noël. Ok, bah écoutez, de très gros bisous aussi à vous qui nous suivez. Aujourd'hui, vous êtes plus de 1300 et vraiment, on vous remercie pour une chaîne qui a été créée voilà, début avril, où c'est peut-être pas évident de regarder toutes les vidéos jusqu'au bout. Ce sont des longues vidéos. Mais voilà, on est content que vous continuiez à nous suivre. Allez, bonne année 2016, 2017, et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Joyeuses fêtes. Bye bye.